Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour ce magazine 10-12 Le Zénith, le décryptage de l'actualité entre 10h et 12h. Et bien pour ce mercredi 20 novembre 2019, nous aurons l'occasion d'évoquer l'actualité telle que vécue au Cameroun en ce moment avec, comme vous le savez, tout ce qu'il y a comme agitation autour du double scrutin législatif et municipal prévu le 9 février 2020. On va signaler qu'au sein du RDPC, ça continue à beaucoup bouger entre ces caciques, entre ces anciens qui ne veulent pas du tout bouger, ceux qui souhaitent continuer à rempiler pour des mandats de députés et maires dans les différentes communes et circonscriptions législatives au Cameroun. Donc on voit très bien que, par exemple, monsieur Kavaïege Djibril, non moins président de l'Assemblée nationale, lui qui est député depuis environ 50 ans, il souhaite toujours se représenter alors que de nombreuses personnes, de nombreuses voix s'élèvent pour demander à ces anciens-là, à ces personnes qui ont mis beaucoup de temps à ces fonctions électives de passer le tablier, de passer le manteau, de passer le relais à plus jeunes, à des jeunes qui ont, on le voit très bien, l'envie de bien faire, hein, comme les illustres aînés, puisqu'il faut désormais les appeler comme ça, illustres aînés et pas vieillards, comme on le voit sur la scène politique camerounaise. Jusqu'où ira donc le RDPC dans son renouvellement? On verra très bien s'il y aura du courage ou si on va s'arrêter comme on l'a fait en 2013 avec quelques malchanceux 3 ou 4 qu'on va remplacer et qui seront 4 frustrés en définitive. Voilà, monsieur, cette émission, je tiens à vous le rappeler, est une émission hautement républicaine. Comme chaque matin, nous avons le désir et l'envie de vous tenir informé de ce qui se passe autour de vous, encore qu'actuellement le Cameroun est en totale ébullition. Alors, monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à son Excellence Grégoire Orona, par ailleurs secrétaire général adjoint du RDPC, qui a dit, je cite, « Nous devons gagner par la force de l'expérience et la qualité de nos candidats. » Sauf que l'observation qu'on fait sur le terrain, c'est beaucoup plus par la force qu'on est en train d'organiser les choses. Nous avons des sous-préfets boxeurs, comme ceux qu'on voit désormais dans le Mungo, qui à la moindre réclamation tombent sur les futurs candidats avec des coups de poing et en association avec leurs chauffeurs. Vous avez des sous-préfets très malades, des sous-préfets absentéistes, des sous-préfets qui ont élu désormais leur bureau dans leur voiture de fonction. Ils arrivent de manière impromptue, signent 2 ou 3, redisparaissent. Pourquoi cela dans une république si on devrait se servir de la force de l'expérience? Dans tous les cas, tirons coup de chapeau au sous-préfet de Bala qui, lui, a signé tout. Et les gens sont contents de ce côté. Bravo à vous, monsieur le sous-préfet d'Obala. Chalamel, c'est intéressant de nous faire ce rapport, puisqu'évidemment, ce sont de nombreux militants du MRC à Obala qui ont évidemment fait part de cela. On voit très bien que ça commence à bouger. Qu'attendent les autres? Je rappelle, à toute fin utile, que la fermeture de la réception des candidatures, c'est le 25 novembre à 23h59 et pas le 26 parce qu'il y a des documents qui circulent et qui font état de ce que ce soit le 26. Non, c'est le 25 puisque c'est 15 jours après la convocation du corps électoral. Le corps électoral ayant été convoqué par le président de la République le 10 novembre dernier. 15 jours en plus, ça fait 25 novembre. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Je voulais juste ajouter de l'eau à votre moulin en disant qu'en termes du plus vieux maire, M. Eric Fopoussi, Kavaïege Djibril est derrière en tant qu'élu. Oui. Lui, il a 40 années. Le maire de Mora, Abba Boukar, lui, il a 49 ans. Oui. Comme maire. C'est le plus vieux maire du Cameroun, monsieur Eric Fopoussi. Donc, et il est toujours là. Et il s'est encore porté candidat. Voilà, ils sont à égalité puisque Kavaïege Djibril est député depuis 49 ans exactement. Donc en 2020, ça fera 50 ans net pour Kavaïege Djibril. Pareil avec Abba Boukar. donc vous imaginez, ce sont là des records. Même si beaucoup vont aller déterrer un tout petit peu. Il y a le maire de Marseille, il a Monsieur Gaudin, on dit que c'est le plus vieux maire de France. Ouais, il y a tout. Ce qui est bien au Cameroun, c'est qu'on aime toujours aller prendre des exemples
exemple ailleurs. On compare, on prend toujours les médiocres ailleurs pour comparer avec le Cameroun. Lorsqu'il faut dire, bon, comparons un peu le métro français, le métro parisien, le métro yaoundéen. Il n'y a plus personne. Hein? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour comparer. Notamment, alors que vous savez que la ministre de l'Habitat a reçu tout récemment le consortium des personnes qui devaient construire le tramway. Vous savez, le fameux tramway de Douala. Et on parle d'accélération dans le processus de construction de ce tramway-là à Douala. Et beaucoup de Camerounais ironisent en signalant clairement que nous avons de gros problèmes de fourniture en énergie électrique. À Douala, par exemple, des gens ont passé la nuit dans le noir, toute la journée dans le noir, et ça continue. On nous annonce ce matin un conseil d'administration à l'entreprise en question. Il semble que le DG soit en difficulté, Monsieur Conchounana. Donc on verra très bien si il est maintenu à son poste. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour encore aux États-Unis qui ne changent pas de ton face au Cameroun. Selon Tibor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, il doit y avoir un vrai dialogue et il doit y avoir un transfert de pouvoir vers la région, a-t-il plaidé, insistant sur la nécessité d'annoncer quelque chose et qu'il ait suffisamment d'intérêt pour ceux qui sont encore dans le camp des modérés. D'accord. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. L'établissement des dossiers pour les législatives et les municipales se poursuit, mais sauf que le directeur général des impôts avait instruit dernièrement qu'on ne payerait pas. Mais ce qu'il n'a pas dit sur les textes et qui est applicable, c'est que tout le monde va payer les taxes foncières. Vous le voulez ou non, vous êtes obligé à payer. Parce que dit, vous résidez dans une commune, vous voulez postuler, vous êtes député, vous voulez postuler, vous habitez quelque part. Et quand il regarde, personne n'a jamais fait une déclaration sur la taxe foncière. Donc vous n'habitez pas, vous habitez comme des oiseaux, a-t-il estimé. Ces services prennent au moins 10 000 francs pour la taxe foncière, dans ce que vous appelez redevance ou non-redevance. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais seulement que ce qui est anormal de l'autre côté, c'est que certains tribunaux de première instance continuent à prendre 600 francs pour l'établissement de l'essai de casier judiciaire et de certificat de nationalité, alors qu'ils ne devaient rien prendre. Mais pour le directeur des impôts, on peut comprendre. D'accord. Nous aussi. Chacun a une maison, mais on ne déclare pas. En tout cas, il en profite voilà, pour faire son marché, pour parler trivialement le directeur général des impôts. Alors, madame, monsieur, installez-vous confortablement puisqu'on va lancer l'émission de ce matin avec la première rubrique animée, goupillée, mise en bouteille. Par vous donc, Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marcel et de Marie. Marcel et Marie se sont rencontrés en 2007. Ils étaient à l'université et après, il a eu des papiers. Il est allé à Abu Dhabi, je crois que c'est dans les Émirats arabes là-bas, où il travaille en tant que greffier. Il a perdu Marie de vue et il a pu la retrouver sur les réseaux sociaux. Ils ont recommencé à se parler et là, ils sont tombés amoureux. En 2017, Marcel revient au Cameroun et épouse Marie. 2 mois plus tard, il fait des papiers pour que Marie le retrouve de l'autre côté et celle-là arrive aux Émirats arabes. Elle dit à Marcel, ici à Abu Dhabi, j'ai une camarade de classe, une très bonne sœur, une amie à moi, c'est ma jumelle, j'aimerais qu'on aille la voir. Il a été d'accord, ils sont allés là-bas. Et lorsqu'il arrive chez l'amie de sa femme, celle-là lui dit, puisque tu es arrivé ici, il faut que tu commences à travailler. Et comme travail, je te propose d'être gardienne dans une entreprise. Marcel dit, comment? Toi, tu es secrétaire et tu voudrais que ma femme soit gardienne. Moi, c'est pas un travail pour moi. Elle ne peut pas faire ce genre de métier. Il était contre cet avis. Sa femme lui dit, non, c'est mon amie, elle maîtrise, il faudrait que je le fasse. Il a maintenu ses positions et il a dit non. Il a tout fait pour trouver des emplois à Marie. À chaque fois, elle trouvait quand même l'occasion de se faire renvoyer ou bien de rater les entretiens. Finalement, il a dû débourser 700 000, payer une formation pour qu'elle soit gardienne dans une entreprise, ce qui a fait qu'il ne pouvait pas vivre dans la même ville. L'autre problème posé par Marcel, c'est que
Lorsque sa femme est arrivée au Cameroun, aux Émirats, il prend son téléphone puisqu'il avait un nouveau laptop pour transférer des musiques. Il restitue le téléphone à sa femme et un soir, pendant qu'il est en train de dormir, il met la musique dans le casque, il entend une conversation. En fait, en venant au Cameroun, il avait laissé son téléphone à sa copine et il est reparti. Et son téléphone avait un enregistreur de conversation. Donc, ce jour-là, il écoute une conversation dans laquelle sa femme prend un rendez-vous dans lequel elle va voir un homme avec qui elle va avoir des rapports sexuels. Elle disait à l'homme qu'elle avait besoin de 26 000 pour compléter la pension de l'enfant et autres. Donc, ils se sont fixés un rendez-vous. Ce jour-là, très offusqué, il envoie la conversation par WhatsApp à sa femme qui est dans une autre ville et il lui demande qu'est-ce que ça signifie. Elle lui a dit, je suis désolée, je n'ai pas d'explication à te donner. Comment ça? Tu demandes 26 000 alors que j'ai envoyé plus de 170 000 pour la pension de ton enfant et autres. Elle lui a dit, il n'a pas d'explication, je n'ai pas d'explication à te donner. Il contacte la mère de sa femme et lui dit, voilà, pendant les 2 mois après le mariage, ta fille a passé le temps à me tromper avec un homme. Voilà la conversation. Sa femme le rappelle, lui demande pardon et il dit à sa belle-mère que non, c'est juste quelqu'un qui voulait nous séparer et tout, c'est pas vrai. C'est monté de toutes pièces. L'histoire passe. Sauf que, après cette histoire-là, sa femme commence à fouiller son téléphone. Et elle lui dit, il faut que tu changes de numéro parce que je constate que ta famille t'appelle tout le temps pour te poser les problèmes d'argent. Donc, il faudrait que ça s'arrête. Change de numéro et là, si quelqu'un a besoin de quelque chose, ils vont passer par moi. Ce qu'il a fait, puisqu'il écoute sa femme et il s'est dit, elle lui a dit, il faudrait qu'on économise pour penser à demain. Il a obéi. Sauf que maintenant, c'était elle qui décidait de donner le numéro contre son avis et il s'est fâché. Il a passé une certaine période sans parler à sa femme qui vivait dans une autre ville. Pendant les fêtes, il appelle. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. Tu viens à la maison, je te donne. Sa femme dit non, j'ai besoin de rien, de rien. Et il est surpris que sa belle-mère l'appelle et sa belle-mère lui dit, ma fille me dit que ça fait 6 mois, tu l'as abandonnée, elle ne te voit pas, tu ne lui parles pas. Il faudrait que tu me ramènes ma fille ici comme tu es venu la prendre. Il dit, mais belle-mère, pourquoi tu parles comme ça? Moi, je ne m'attendais pas à ce genre de réaction venant de toi. Ma femme et moi, on a eu des petits soucis, ça arrive dans le couple. Mais sa belle-mère lui a dit non. Vraiment, tu me ramènes ma fille. J'ai entendu dire que tu dis qu'elle a couché avec des hommes et autres, alors que c'est faux. Il lui a dit, ta fille a avoué avoir eu des relations sexuelles avec cet homme-là pour de l'argent. Donc, je l'ai dit parce que je voulais protéger mon épouse. Et sa belle-mère de lui dire, on a des avocats dans la famille, puisque tu ne veux plus de ma fille, on va te faire parvenir les papiers de divorce. Tu vas signer et ma fille va reprendre le cours normal de sa vie. Le détail, c'est qu'il m'a fait savoir que sa femme vient d'une famille assez aisée, et avec magistrat, député, machin et autres. Et aujourd'hui, sa femme l'insulte partout au Cameroun. Il aimerait donc avoir des conseils. Il a d'abord tenu à s'excuser auprès de Père Momok et de Charles Hamel parce que Père Momok dit généralement qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Mais il dit que là, il est face à une femme qui ne semble pas vouloir trouver un terrain d'entente. Donc, il a besoin de conseils. Est-ce qu'il signe le divorce ou il reste avec cette femme? D'abord, le lieu, les Émirats Arabes Unis. Il faut savoir que les Émirats Arabes Unis, c'est un conglomérat d'émirats à la tête desquels on retrouve des émirs. On dit émir, émirat. Et Abu Dhabi pour les Émirats Arabes Unis, donc l'EAU, comme on appelle généralement. Donc pour capitale politique, le Abu Dhabi, qui est un émirat à lui tout seul, qui est uni par exemple à l'émirat de Dubaï, ceux qui connaissent. Donc c'est ce conglomérat-là qui forme les Émirats Arabes Unis, c'est le Golfe. Vous avez à côté le Qatar par exemple, qui est également un émirat à lui tout seul, autonome, avec un émir du Qatar. Vous avez à côté également le roi d'Arabie Saoudite qui est à côté. Donc vous avez le Koweït, c'est les pays du Golfe, hein, et on sait, et chaque fois qu'on évoque Abu Dhabi, Dubaï, Koweït, tout ça là, nous pensons à nos sœurs qui vont là-bas et qui malheureusement sont esclavagisées. C'est le terme qu'il faut utiliser, il faut le dire avec beaucoup de force ce matin. Ces pays-là nous rappellent de très mauvais souvenirs. Vous voyez, c'est pourquoi sur ce plateau, tout le monde était un tout petit peu assommé parce que juste à entendre
Dubaï, Abu Dhabi, Koweït, Qatar, tout ça, ça nous rappelle vraiment des souvenirs qui ne sont pas bons du tout. Donc vous voyez que, et heureusement, bon, je veux dire pas heureusement, mais le lien est clair. Vous avez un endroit comme ça qui évoque des souvenirs très mauvais, mais vous voyez également que l'histoire en elle-même est aussi chargée de choses négatives qui nous font penser que finalement la vie comme on la voit, peut-être c'est mieux au Cameroun de fonctionner comme on fonctionne au Cameroun et d'avoir choisi de nous établir définitivement dans ce pays. Alors Boro Bengan, qu'est-ce que vous relevez dans l'histoire de ce matin? Je lui demande simplement de signer les papiers de divorce, mais de veiller à ce qu'on ne le piège pas. Parce que lui, c'est un homme mort. Il est non mort. Quand vous avez un tel agissement de votre belle-mère, ça veut dire que vous n'êtes plus marié. Vous n'êtes plus marié. Et vous avez vu le comportement de sa femme. Lorsqu'il a dit, c'est moi qui vais gérer les appels téléphoniques, c'est moi qui vais. C'est un homme mort. Non mort. Je le plains parce que je ne comprends pas. Il est en pays arabe, mais il a un raisonnement occidental. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne peut pas marcher. Il est dans un monde des Émirats arabes unis où vous pouvez laisser votre femme aller travailler partout. Mais ça ne se fait pas. Dans les pays arabes, vous épousez leur comportement. Si vous voulez venir avec votre logiciel, ça ne peut pas donner. C'est pas le même environnement. Ça ne donne pas. Mais oui. C'est un homme mort. Vous avez raison de dire ça. Oui, absolument. Que les gens ne se fient pas au gratte-ciel qu'il y a là-bas, aux hôtels de luxe. C'est des gens qui sont encore très fondamentaux dans leurs radicaux conservateurs, justement. Oui, absolument. Oui. Ça veut dire que, et c'est ce que je reproche à nos enfants aujourd'hui, filles comme garçons, ils ne savent pas. On dit souvent, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Mais eux, ils ne savent pas qu'ils sont dans un environnement qui est différent de leur. Je comprends qu'il aime sa femme, qu'il aimait, mieux vaut, comme on dit au quartier, attacher le cœur et venir au Cameroun négocier le divorce. Sinon, une famille faite d'avocats, de magistrats, permettez, on risque de vous faire ce que Paul-Éric Kingé, bon, je parle de son nom parce que c'est lui qui l'a dit, il est en prison, il a obtenu le divorce de sa femme alors que lui n'était même pas convoqué, savoir qu'on avait monté un dossier comme ça. Donc, voilà. Un jour, on peut vous servir un jugement de divorce en disant que tel tribunal contradictoirement, voilà, avec la grosse, alors que vous n'étiez pas là. Donc, voilà. Il faut se méfier. Ce n'est pas pour dire que les magistrats sont véreux pas, mais c'est des cas qui existent. Et surtout, vous êtes dans une famille, c'est un homme mort. Qu'il négocie son divorce tranquillement, qu'il sache que l'éloignement, ils se sont connus dans les bancs de l'université, l'éloignement, peut-être la flamme a été allumée, il a pensé réallumer cette flamme-là, ça n'a pas donné, ça ne peut pas donner. Donc, il ne faut pas... réfléchir longtemps et sachez que ça ne peut pas. Alors, trêve d'hypocrisie, Charles Hamel. On doit être forcé de constater que cette relation qui a été à un moment donné une relation à distance s'est évaporée à ce temps précis-là. Monsieur Éric Fopoussi, quand vous perdez de vue quelqu'un 3 mois, vous vous relancez, vous pensez qu'il a la même réflexion qu'il a 3 mois passés? C'est lui le problème. Vous vous séparez de quelqu'un 3 mois, monsieur Éric Fopoussi. En 3 mois, il a rencontré des gens. En 3 mois, il a été dessus. En 3 mois, il a évolué. On met chaque jour, monsieur Éric Fopoussi. Il a cru que celle qu'il a rencontrée, ils se sont séparés, a gardé la même physionomie, a gardé la même psychologie. Mais c'est une lionne, monsieur Éric Fopoussi. Il a épousé une lionne. Moi, mon conseil sur ce plateau, je le dis, vous êtes en Europe. Laissez les femmes au Cameroun. Venez faire des bébés. Construisez les maisons, repartez. 70% des gars qui ont fait, sur 100, 70% des gars qui ont fait monter les filles, ils ont abandonné. Ne gâtez pas le marché. Je gâte. Ne gâtez pas le marché. Je gâte et j'assume. Ne gâtez pas le marché. J'ai dit laissez-les au Cameroun. Venez enceinte, vous repartez. Un bébé, vous partez. 2 bébés, occupez-vous. Construisez les maisons, mettez la petite boutique LGR. Toutes celles qui arrivent cherchent aussi à aider leur famille. Ils se gâtent sur 70%. 15% se réconcilient avec les gars. Et 15 autres % restent seuls.
monsieur Eric Fopoussi. Le reste abandonne, finissent toujours par abandonner leur gars. Ils finissent par avoir des problèmes. Donc, vraiment, il n'y a même pas 1% qui reste dans le mariage. J'ai dit 15% se réconcilient avec leur gars. 15%. Ils rompent d'abord. Ils rompent d'abord. Et après, avant de se réconcilier. Mais oui, on a mon vision, monsieur Eric Fopoussi. Tous les gars, je dis même dans ma propre famille, je prends même ma propre famille, tous ceux qui sont partis, ils vont faire des problèmes. Donc, monsieur Eric Fopoussi, les exemples sont légion. Ils rompent d'abord, ils se réconcilient après. Première chose, on n'a pas fait d'enquête de moralité. C'est lui qui était le Manitou dans sa relation. Je suis sorti avec elle, on s'est séparés, je l'ai cherché sur Facebook, elle est restée la même, on s'est remis, je viens l'épouser. Les familles sont en cas. Qui a contrôlé quoi? Non, vraiment, on a écouté l'histoire. Troisième chose, monsieur, il faut aussi épouser la condition sociale. Sa famille a, il y a les magistrats. Voilà le revers. Voilà le revers, monsieur, il faut pousser. Vous êtes dans une famille où il y a trop d'avocats, vous êtes fini. Vous n'allez pas parler, vous allez parler avec mesure, monsieur, il faut pousser. Et vous voyez, elle-même nous a raconté en disant, même on pourra conclure qu'il est bon, monsieur, il faut pousser, qu'on ne le piège pas. Je termine par monsieur il faut pousser qui n'a pas consommé le mariage. Une femme que vous épousez doit avoir le ventre plein. On dit au village qu'elle doit consommer le tapioca. Voilà ce qu'on dit au village, parce que le tapioca gonfle le ventre, monsieur Eric Fopoussi. Elle est arrivée se balader. Oh, je vais être gardienne. Elle se fait renvoyer ici. Oh, elle se fait renvoyer là. Il change de ville. Dans un pays étranger. Monsieur Eric Fopoussi. Ça, je crois que ce gars n'avait pas faim. Vous avez tout dit, hein? Alors, Karine. Monsieur Fopoussi, mieux vaut être simple, seul, que mal accompagné. Parce qu'il a eu le malheur de tomber sur une personne différente. La même personne, mais différente. C'est souvent ce qu'on a lorsqu'on met trop les sentiments devant notre raisonnement. Généralement, les relations qui commencent par la distance sont faites de plus de réflexion que de raisonnement, plus que de cœur. Parce qu'on met d'abord le raisonnement avant. Dans cette relation, vous voyez que on a affaire à un garçon qui est entré dans une relation comme si la fille et lui étaient ensemble depuis. Donc, il a tout continué, il n'a même pas voulu recommencer. C'est-à-dire, on commence à se connaître à nouveau, on commence par les bases, qu'est-ce que tu es devenu, comment et tout. Il a pensé qu'elle était toujours comme avant et il a continué la relation au lieu de la recommencer. Voilà comment ça s'est passé. Et généralement, dans des relations où on se sépare avant de se réconcilier, soit une personne vient se venger. Généralement. Donc, il y a toujours une personne, soit elle vient se venger, soit elle vient pour voir ce que vous êtes devenu. Et dans cette relation, la fille, je pense qu'elle est venue se venger. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils se sont perdus de vue, comment est-ce que ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils se sont perdus de vue. Je ne sais pas s'il avait même dit au revoir. Je ne sais pas s'il lui avait même dit au revoir avant de partir, mais je me dis qu'elle est entrée dans cette relation pour se venger. Mais ça me fait mal qu'une femme choisisse de perdre son temps avec un homme qu'elle n'aime pas. Parce que Abu Dhabi, ce n'est pas le paradis, monsieur Mathieu. Non, elle est gardienne. Elle est gardienne de elle à moi. Elle sait elle-même qu'elle ne peut pas construire sa vie avec ça. C'est pas une affaire de gardienne. C'est pas une affaire de gardienne, monsieur Fopoussi. Lorsque vous avez dans votre vie, dans votre famille, des gens qui sont des magistrats et autres, et que vous avez voulu vous accrocher au mariage pour réussir, ça veut dire que c'est vous le mauvais grain même dans cette famille. Étant ici, elle n'a pas pu réussir. Il a fallu qu'elle aille dans un pays arabe pour pouvoir s'en sortir en tant que gardienne. Ça veut dire que c'est elle le problème. Et que c'est le gars qui paye encore la formation pour qu'elle puisse travailler. Et où? À l'étranger. Et il se sépare même pour qu'elle puisse travailler. Ce gars a fait trop de sacrifices pour elle. Beaucoup trop de sacrifices pour elle. Et ça me fait mal qu'elle décide de se mettre en relation avec quelqu'un qu'elle n'aime pas parce qu'elle veut réussir. Voilà ce qu'elle est devenue. Et moi, ça me fait très très mal parce que c'est un gros sacrifice qu'elle a fait et qui ne vaut pas la peine. Ok, Dominique, qu'est-ce que vous dites vous-même à ce Marcel, hein? Ce que je dis à Marcel, c'est il n'aurait pas dû laisser la copine de sa femme avoir autant de place dans son couple. Charles Hamel l'a dit ici une fois, les femmes aiment les hommes qui disent non. Les femmes aiment des hommes qui disent non. Vous ne pouvez pas être un homme. Sauf vous, hein, peut-être. Bon, on doit pouvoir discuter, on doit pouvoir combattre, mais même si je ne suis pas d'accord, même si je ne suis pas d'accord, il faut pouvoir s'imposer à un moment. Oui.
Je peux être tout ce que je suis, je peux avoir tout ce que j'ai, mais il faut être un homme et dire à un moment, ok, ce que tu es là, c'est quand tu es hors de chez moi. Ici, c'est moi qui décide. Bon, maintenant, si vous avez donc une femme... Si vous avez une femme qui va vouloir outrepasser ça, là maintenant vous saurez à quoi vous en tenir. Il est inadmissible que vous alliez rendre visite à la copine de votre femme et que sous votre nez, celle-là décide de faire de votre femme une gardienne et que votre femme, en votre présence, vous dise que non, je crois qu'elle a raison, mais vous la baflez. Dominique. Ça, moi, j'ai rien dit, je dis seulement. Non. Oui, il a laissé trop de pouvoir. Vous allez vous faire attaquer sur Twitter parce qu'on va dire que il y a une femme là sur Equinox qui est en train de faire la promotion de la bastonnade et des violences faites aux femmes. Une claque, c'est pas la bastonnade. Les femmes giflent les hommes. C'est de la violence, non? Donc, si une femme dérape, à un moment, moi, j'ai pas de problème avec ça. Faut pas trop taper. Gifler un peu, ça va pas la tuer. Merci. Ça ne va pas la tuer. Il n'aurait pas dû. Donc, il était un peu trop mou. Ce qui fait que sa femme, elle a fini par comprendre que non, il est mou. Je vais faire ça, je vais insister, et il va lâcher du lest. Aujourd'hui, il est en train de payer le prix de cette chose-là. Bon, en ce qui concerne votre belle-mère, moi, je sais pas. Essayez de faire un arrangement, divorcer à l'amiable. Divorcer à l'amiable. Ça existe, le divorce Oui, à l'amiable. On s'entend. Il dit que bon, moi je te donne ceci et tu pars comme ça. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Qu'il arrête ça. Et maintenant, les hommes là, comment une femme peut vous faire changer de numéro parce que votre famille a besoin d'aide? Ça sort d'où? C'est comment? Peut-être on l'a envoûté, hein? Moi je sais pas. Peut-être. Peut-être. Bon, on va s'arrêter là pour ce matin. Moi, ce que je retiens, c'est le marché que vient de gâter sur ce plateau officiellement et à Mondo Vision Chalamel pour toutes les femmes qui actuellement rêvent d'aller aux États-Unis, en France, en Belgique et qui ont des copains. Enfantez-les, construisez des maisons. Même si c'est des appartements meublés, elle gère. J'ai un ami qui m'a dit, lui, hier, il me disait encore ça, que lui, vraiment, il ne peut pas. Si tu veux venir, tu viens, tu fais 6 mois, il gâte tout. Il n'y a pas moyen que tu restes là. Tu viens, tu rentres. Tu viens, tu rentres. Parce que les Camerounaises, hein. D'accord. Monsieur Eric Fopoussi, vous n'avez pas encore été mordu. Prenez même seulement une femme là à Bouddha, Bangante, Yaouda, Douala. La vérité est sortie de votre bouche. Et vous avez raison, quand vous la sortez du village, lorsque oui, ça veut dire que non. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous oubliez une chose, c'est que pendant qu'elle est en train de partir, sa mère lui dit que comme tu parles, sache qu'on existe, sache qu'on vit. Alors et tu devras t'occuper de nous. Il y a des avocats qui ont de l'argent dans la famille. D'accord. Ok. Merci à tous. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour la première partie de cette émission. On va s'engager pour la deuxième, et c'est bien sûr la colère de Charles Hamel qu'on va retrouver tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la pollution minière au Cameroun. Comment est-ce que sont extraits nos produits miniers dans ce pays? Quels sont même les noms des entreprises qui exploitent nos minéraux dans ce pays? Et quelle est la nature des contrats qui les lient avec et le gouvernement et les populations? Quel est le cahier de charge de ces entreprises au vu de l'extrême pollution dont est victime les régions? Placez-vous sur le pont du Vouri, montez sur les extracts et regardez les toitures en allant vers Deido, en passant toute la zone de Deido, le flanc de Deido, vous allez vous rendre compte que les toitures ont une même couleur. Faites un tour à Deido, discutez avec les populations, vous allez voir certains qui tous les vendredis montent avec des balais, balaient la toiture,
recueille les poudres pour pouvoir tourner le mortier. Suivez mon regard. Qu'est-ce qui bloque la mise en application du code minier au Cameroun? Qui met l'accent sur la protection de l'environnement et la prise en compte des droits des riverains? Comment comprendre que cet ensemble de choses tarde à apporter les effets escomptés? Savez-vous que la pollution des nappes phréatiques et de l'air que connaît l'arrondissement de Figuil, par exemple, à cause de l'exploitation minière, l'expose à un risque écologique depuis des années? Faites un tour à Bertois, faites un tour à Kenzo, faites un tour dans la zone de Mobilon, faites un tour dans la zone de Mbang, vous allez vous rendre compte des dégâts causés par la pollution. Savez-vous que les nappes phréatiques sont chargées d'acide carbonique à plus de 250 mg par litre? Savez-vous que le taux de morbidité des populations est assez alarmante? Les populations souffrent des émissions de la poussière et de la fumée par la cheminée de certaines usines, de la poussière à la trémie, de la carrière de Bergui, la poussière au passage des camions sur la route de la carrière de Biou, pour ne prendre que ces cas. Savez-vous que les zones où on exploite le marbre, ces zones émettent dans l'atmosphère du silicate issu des calcaires et marbres, évalués respectivement à plus de 200 mg par mètre cube par jour pendant les saisons sèches? Savez-vous que les formations sanitaires dans les différentes zones où sévissent la pollution minière ont enregistré plus de malades de 1987 à 2012, de 1987 à 1994, les formations sanitaires ont enregistré 2956 malades, soit un taux relatif de 9%. Les médecins se sont plaints. Les médecins ont décrié, mais rien n'a été fait. Chaque jour, c'est une toux incompréhensible. Chaque jour, c'est des problèmes de la peau que les populations encaissent. De 1995 à 2002, la situation s'est aggravée dans les différentes zones de l'Est, de l'extrême nord, du nord pour parler d'elle. 674 malades ont été enregistrés, soit un taux de 14,5%. Ben, c'est durant la période allant de 2003 à 2017 que la crise sanitaire s'est affirmée, parce que la pollution minière causée par la nappe phréatique, causée par l'air, a monté d'un cran, sinon dit explosé. Comment comprendre le fait que les cris des populations ne soient pas entendus? Pourtant, elles décrivent quotidiennement le problème de pollution de l'eau et de destruction des rivières due à l'exploitation de mines, notamment dans la zone localité de Bétaré-Oya, où les populations désormais ont peur de consommer l'eau parce qu'il y a des infiltrations. Consommer l'eau reviendra à subir les affres de la mort. Les cours d'eau détournés ne sont pas remis en état d'utilisation après exploitation des chantiers, entraînant ainsi des fortes modifications des réseaux hydrographiques, la destruction des champs des communautés riveraines et aussi, il faut le dire, ces terres qui ne cessent de tuer. Tuer tout doucement, tuer silencieusement, des populations qui n'ont pas de cache-nez, des populations qui n'ont pas d'accès aux pharmacies, des populations qui n'ont pas accès à des centres de santé, parce que le cahier de charge est fini entre les mains de ces autorités qui ne cessent de percevoir leur gombo et se taire sur les douleurs et le silence des populations. C'est intéressant votre colère ce matin, Charles Hamel, parce que le Cameroun étant un scandale géologique, il y a une forte activité d'exploitation minière au Cameroun et on peut comparer le Cameroun à des pays comme la RDC, comme la Centrafrique, où vous avez des métaux lourds comme le diamant, l'or, le fer qui sont exploités et dont on peut évidemment s'inquiéter des
des parapluies environnementaux qui sont donc accordés à cela. Il y a également de nombreuses cimenteries au Cameroun et on voit très bien comment tout cela se passe. Il y a la pause là, il y a beaucoup de choses. Donc le Cameroun en la matière, nous sommes en plein dedans, comme on dit. C'est vrai qu'on n'a pas atteint les niveaux comme des pays où, par exemple, il y avait l'exploitation du charbon, de l'arsenic ou même encore, si vous voulez, ces métaux lourds, le plomb ou le zinc, je crois. Donc c'est une question majeure. Et vous savez que le code minier voté en décembre 2016 a justement consacré ce paramètre-là de la protection de l'environnement suite à l'exploitation minière. Mais sauf qu'on est en train de se poser la question, est-ce que cela est aujourd'hui respecté? Et on va également se poser l'autre question, c'est que il avait été introduit le principe de polluant-payeur. Est-ce que ce principe-là, jusqu'ici, on l'a évalué? À quel niveau? Est-ce qu'il est suffisamment dissuasif? Est-ce qu'il est suffisamment fort pour essayer de réparer le mal qui est causé aux populations? Vous avez parlé de l'eau qui est polluée, de la terre, pour ceux qui mènent des activités agricoles, par exemple, à proximité. Vous voyez, ça tue les champs. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des maladies, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est suffisamment, on va dire, réparateur des conséquences, des dommages que l'on subit via ces pollutions? Bon, Bengan, c'est une question éminemment importante. On a le sentiment que cela ne préoccupe pas suffisamment nos dirigeants et pourtant, ils le devraient. Oui, il le devrait. Bon, ce que je veux dire, c'est quand même de manière ambiguë. Dans les textes, vous avez l'impression qu'ils sont préoccupés par le problème. Oui. Et c'est pour cette raison qu'ils ont créé une structure qu'ils appellent CAPAM, qui est chargée de procéder à ce qu'on appelle l'exploitation artisanale. Et que l'exploitation de ce sol commence à partir de 30 mètres de sous-sol et que cette exploitation-là n'est pas, je veux dire, les licences d'exploitation pour ces genres de minéraux-là et à telle profondeur n'est pas tout à fait donné à n'importe qui. Voilà comment on pourrait dire, parce que officiellement, voilà la réponse qu'on donne. Mais malicieusement, on a laissé que les gens volent l'autre sous-sol. C'est ça, c'est de manière malice, je vous dis. Et c'est là où c'est dangereux. Oui. Parce que je me rappelle en 2003, lorsque le chef de l'État lui-même est en visite officielle aux États-Unis avec George Bush, c'est Madame Condoleezza Rice qui est chargée de la sécurité de la Maison-Blanche, qui négocie avec l'État du Cameroun les contours de l'exploitation du nickel et du cobalt. Mais elle prononce quelque chose de fondamental. Elle dit, le port en eau profonde de Kribi n'a pas encore commencé. Parce que si nous prenons ce nickel et le cobalt, le port, on va... Il n'y a pas d'aviation là-bas, il n'y a pas d'aéroport. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne reste que la voie ferrée. Et elle dit, nous ne voulons pas avoir des problèmes avec Greenpeace. Votre voie ferrée est complètement délabrée. Si nous vous exploitons et nous vraiment, voilà un pays qui sait protéger l'environnement, ne veut pas avoir de problème. Mais nous, on est resté à l'observer sans qu'on aménage quoi que ce soit. Aujourd'hui, on ne sait pas si Géovic exploite le cobalt et le nickel. Comment? Il l'amène comment? Quel est l'encadrement, parce qu'on parle de responsabilité sociétale des entreprises ou sociale des entreprises. Les populations environnantes sont dans quel état? Est-ce qu'on a procédé au transfert de technologies ou est-ce que donc plein de choses qui montrent, c'est pour ça que je vous ai dit que ça devient compliqué dans notre pays. Donc on fait comme si on a laissé les populations humer le mauvais gaz. Bon, puisqu'il n'existe même pas personne ne voudra, peut-être ce sera encore Greenpeace qui viendra se rendre compte que les poumons des populations camerounaises qui habitent telle localité ou telle localité sont complètement pourris. Et on va dire, il y a un système international qui veut déstabiliser le Cameroun. On est complètement mort. On est mort là, après avoir écouté ce que Charles Hamel a développé. C'est vraiment mort. Mais c'est quand même parce que, vraiment, dans ce pays, on fait toujours comme si les choses nous surprennent. Parce que quand on regarde bien la réalité des faits, dans tous les espaces
où il y a cette pollution minière dont on parlait il y a un instant, il est clair que l'État du Cameroun a la responsabilité de protéger ses citoyens. On ne peut pas admettre que des nappes phréatiques soient polluées comme on le voit et que personne ne puisse venir prendre cette question à bras le corps. Mais sûrement, parce que c'est l'État qui est le principal responsable. Oui, parce que quand vous dites RSE, bon, on a le sentiment que c'est ces entreprises qui sont responsables. L'État a fermé les yeux, l'État a laissé les entreprises tuer ses propres populations. On ne peut pas dire ça autrement. Oui. Bon, pas parler du sous-sol. Les Anglais, vous avez énoncé tout à l'heure la période où on utilisait le charbon. Oui. Qu'est-ce que les Anglais avaient? Ils avaient d'ailleurs sorti une expression qui est les Black Countries. C'est comme ça que les appelaient. Donc, c'était des zones inhabitées. Tout à fait. Parce que c'était pas bon, on ne maîtrisait pas. Mais regardez la zone industrielle de Bassa seulement, là où il n'y a même pas d'exploitation industrielle. Il arrivait des moments où les élèves du lycée d'Oyak étaient obligés de quitter. Parce que la fumée envahissait tout le monde. Et passer un peu maintenant aux côtés je ne sais pas comment les militaires du génie militaire vivent là, avec toutes ces populations. Si vous n'avez que ça, ce qui est au-dessus du sol, avec toutes ces contaminations que cela peut apporter, l'exploitation du sous-sol, alors où on dit qu'il y a des minéraux lourds et tout, je pense que... Vous avez raison, parce que les pays comme le Pérou, le Chili, l'Afrique du Sud, quand on voit les mines là-bas, les mines sont à des endroits non habités. La pollution n'atteint pas de manière... direct la population. On calcule le niveau même du vent. Voilà, justement. Oui, justement. Donc, ce que vous dites, Bengan, est tout à fait, on va dire, fort intéressant à relever. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose d'assez... C'est vrai qu'on parle beaucoup des conséquences sur le plan, comme vous le dites, de l'environnement. Mais il y a autre chose qui est assez grave. C'est lorsque ces mines-là, lorsque ces exploitants-là partent, c'est qu'ils laissent derrière. Vous avez par exemple à l'est du Cameroun, lorsqu'on a creusé, quand l'eau remplit, vous avez des enfants qui se noient. Ces gens viennent déconstruire notre environnement et puis ils s'en vont sans autre forme de procédure. Hein. C'est assez hallucinant ce qui se passe. Dominique Audrey. Oui, c'est parce que justement, comme Père Moboka dit, on a fermé les yeux, on leur a donné et on a tourné le dos. Il n'y a pas de mission de contrôle pour voir si est-ce que ces personnes respectent même les termes des contrats signés. Les pollutions minières chez nous aujourd'hui sont de différents ordres. Maintenant, ça dépend du type de minéraux exploités et des techniques même. Moi, je veux parler de l'or, par exemple. Tout le monde sait que lorsqu'on manipule de l'or, il y a du mercure qui s'en échappe. Et du moment où on travaille avec ce mercure-là, par exemple dans un espace libre, il y a le vent, par exemple, qui transporte ce mercure-là au niveau de la végétation, au niveau de l'eau et un peu partout. Conséquence, on a des gens qui nous font le poisson frais. Le poisson est contaminé. On a les gibiers qui sont contaminés. Et si on respecte même la chaîne alimentaire, l'homme finit par être touché par les maladies transmises. Parce que le mercure à une certaine dose, ça rend malade. Ça rend vraiment malade. Monsieur Fopoussi, rendez-vous compte que le plateau sanitaire au Cameroun, je ne sais pas si ça permet de détecter une maladie causée par la pollution. Je ne sais pas comment les populations de Figuil font lorsqu'ils commencent à être malades. Ils commencent par exemple à manifester un cancer ou bien une leucémie parce que ce sont entre autres les maladies liées à la pollution minière. Je ne sais pas ce qu'on leur dit là-bas parce que le plateau sanitaire, le plateau technique, voilà. Ça n'existe même pas pour ne même pas être déficitaire. Donc ce que vous nous dites, c'est que nous sommes sur ce plateau en train de nous lamenter sur une situation très grave, mais on n'a pas la capacité avec ce qu'on a de mesurer concrètement le niveau de dommages sanitaires que cause cette pollution minière. C'est pour cette raison qu'on si on exploite l'uranium, on ne dira jamais qu'on est en train d'exploiter l'uranium à tel endroit. Parce qu'on sait que la population peut demander au gouvernement de dire mais quelles sont les mesures que vous avez prises en place pour nous protéger, nous? Et ça va plus loin, monsieur Fopoussi, parce que sur le plan social également, les conséquences sont visibles. Aujourd'hui, dans tous les endroits où il y a des mines, on a de plus en plus des élèves qui désertent l'école. Parce que
tous se déportent là-bas, on aide les parents à travailler, et à côté de ça, il y a la dépravation des mœurs. Maintenant, les jeunes filles vont se vendre, entre guillemets, à ces endroits-là, parce qu'il y a de l'or et de l'argent qui circulent. Donc, c'est une forme de pollution. Aujourd'hui, on est livré à nous-mêmes, à tous les niveaux. Alors, moi, pardonnez-moi, moi, sincèrement, et Chalamel, c'est vous qui me l'avez justement appris. Je suis assez peiné de voir, et d'ailleurs, quand on regarde bien les images, qu'il y a des mesures de sécurité qu'on n'a pas enseignées aux personnes qui sont à proximité de ces exploitations. Oui. Vous avez parlé de cache-nez. Il me semble que c'est un instrument qui est assez rare. Il me semble aussi que tout récemment, lorsqu'on a parlé de la ruée vers l'or des écarts, il me semble que ceux qui creusaient là-bas n'avaient pas le cache-nez. Je me pose, quand j'écoute ce que dit Dominique Audrey ce matin sur évidemment les conséquences avec le mercure, je me dis, mais ces gens-là ne sont pas enseignés. On ne leur a pas suffisamment peut-être dit quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée à ces minéraux. Monsieur Eric Fopoussi, je vous ai pris le cas de Deido. Le cas de Deido, placez-vous sur le pont du Vouri. C'est vrai que la saison de pluie ne nous a pas aidé, mais placez-vous dans la saison sèche. Vous allez voir que toutes les vapeurs venant du flanc gauche du pont du Vouri, les fumées se déportant vont se poser sur les toitures dans cette zone. Regardez la mangrove juste à côté, vous allez vous rendre compte que les herbes ont perdu de leur éclat, la qualité, c'est dû à ces poudres, monsieur Eric Fopoussi, des pollutions. Restez sur le pont lors d'un embouteillage pendant que les usines, les turbines sont en train de tourner, que vous voyez la fumée. Je vous assure, vous ne sortez pas de là sans vous arrêter à la pharmacie pour prendre un médicament, tellement vous aurez aspiré, monsieur Eric Fopoussi, des grosses odeurs. Je ne vous parle pas de la pollution olfactive, comme ce qu'on ressent du côté de Sikakao tous les soirs, ceux qui passent par là-bas. Non, on est dans le cadre de la pollution minière. Monsieur Eric Fopoussi, garez votre véhicule au carrefour Tombel. 5 minutes, je dis 5 minutes au carrefour Tombel. Asseyez-vous dans un bar pour prendre de l'eau. Lorsque vous revenez démarrer votre véhicule, vous avez l'impression que vous avez garé à côté d'un stade de poussière, un stade où les enfants étaient en train de jouer. La poussière due à la pouzzolane, monsieur Eric Fopoussi, est à ce niveau. Que respirent les populations de ces différentes zones? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'à tous les coins, quand vous entrez dans Djombe, quand vous sortez c'est la pouzzolane. Bizarrement, vous êtes tombé, mais bizarrement, la crise anglophone ne touche pas ces polluants. Moi, je me pose la question. À ce niveau, monsieur Eric Fopoussi, on se demande, mais on est où? On est où, monsieur Eric Fopoussi? Vous regardez un individu qui vend les tomates. Vous avez des gens qui s'arrêtent pour acheter les fruits. Vous avez des gens qui s'arrêtent pour manger le maïs, pour manger la prune. Qu'est-ce qui se dépose là-dessus, monsieur Eric Fopoussi? Comment est-ce que ces populations sont protégées? Point d'interrogation. Monsieur Eric Fopoussi, allez parcourir, vous pouvez passer par un sapin. Parce qu'aujourd'hui, les gens vantent la rivière Vouri, mais monsieur Eric Fopoussi, bien avant, c'était le fleuve Sapé par lequel tous ceux qui venaient de Ndokama, ceux qui venaient de Yabassi, passaient, ils traversaient par la rivière Sapé. Nous sommes au niveau de l'Orgbessou. Vous ne pouvez pas consommer de cette eau. Tous ceux qui sont même allés se laver dans cette zone sont tombés malades parce qu'il y a une entreprise, monsieur Eric Fopoussi, qui n'est pas loin, qui déverse l'ensemble de ses produits, qui pollue l'eau, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est important de le préciser, que les populations sachent. Vous allez à Bonabéry, dans la zone de Bonabéry, toute l'axe de Bonabéry, vous allez vous rendre compte que ces industries procèdent à la pollution. Donc, il faut dire à un moment donné qu'on manipule trop de produits. Quand vous allez à Figuil, dans le cahier des charges de ces différentes entreprises, je prends le cas de Figuil parce que c'est à ce niveau où en 2018, on a atteint le pic de 8700 malades. 8704 cas de maladies pulmonaires, monsieur Eric Fopoussi, des cancers. Parce qu'ils respectent le silicate, ils respirent le silicate. Le silicate, monsieur Eric Fopoussi, combiné au calcaire et au marbre. C'est important qu'on le sache aujourd'hui. Que font les autorités? Ah, monsieur Eric Fopoussi, 200 mg par mètre cube par jour. Respirez, vous savez ce que ça peut causer au niveau de l'organisme? Or, ces différentes entreprises qui font dans cette exploitation devaient prévoir un plateau technique adéquat, un régime alimentaire adéquat, des consommations, des cache-nez, un contrôle environnemental, tout simplement aussi parce qu'on a un ministère de l'Environnement mort où les gens sont en morphe, des gombistes. Les gens passent plus de temps à manger de l'argent, du gombo, qu'à se soucier des différentes populations. Vous avez des zones où on ne peut plus boire de l'eau.
on ne peut plus préparer avec un certain type d'eau, monsieur Fopoussi, parce que c'est infiltré. Ça, c'est la zone de l'Est, où vous avez des cas de maladies, des morts compliquées. On dit que c'est la sorcellerie. On dit que la femme a empoisonné son mari, alors qu'elle est partie puiser une mauvaise eau. On a détourné la source au sommet. Il y a eu les infiltrations. Non, monsieur Fopoussi, oui. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. Ça vaut vraiment pas la peine. Permettez-moi, je vous en prie, pardonnez-moi, Karine Sontia, mais je voulais juste, vous avez fait allusion au ministère de l'Environnement. Je voudrais quand même rappeler que ce ministère-là a brillé un temps dans ce pays, et je me rappelle, c'est la seule action d'éclat de ce ministère-là. Je ferai un bilan après sur le plastique non biodégradable. Vous vous souvenez, il y avait des essences sur le terrain où on venait faire des saisies. Après, c'est devenu un gombo, on ne sait plus où on en est aujourd'hui. Personne n'est venu nous faire. Voilà, donc voyez, donc vous faites allusion à ce ministère-là. Je trouve que c'est un ministère tout à fait inutile. Alors, Karine, votre commentaire. Monsieur Bachou a parlé du silicate et je vais préciser que le nitrate est encore plus grave. Parce que lorsque on veut faire des explosions de marbre ou encore de calcaire pour faire les carreaux et autres, on mélange ce nitrate-là à du sucre magel pour faire l'explosif. Ce qui permet d'abattre les roches et de pouvoir en tirer le substrat qu'on veut utiliser pour les marbres et autres. Oui. Ils appellent ça en langage d'exploitation le dynamiter. Dynamiter les roches, oui. Et cette explosion-là peut arriver jusqu'à 1 mètre du sol. Et vous savez que dans ces régions-là, l'eau est pratiquement à 1 mètre du sol. Et directement, ça pollue l'eau. Et vous voyez que les populations consomment cette eau-là et directement, maladies pulmonaires et autres. Et vous allez regarder que tout près de ces mines-là, il y a des gens qui ont la peau totalement blanchâtre. Toute blanche. Pourquoi? Parce que à longueur de journée, elles aspirent cela, elles vivent avec au quotidien et même se reposer sous un arbuste à la maison, il n'y a pas moyen parce que seulement l'arbre est mort et seulement vous ne pouvez pas vous coucher sur une natte parce que toute la poussière et autres là vont venir, ça va venir se poser sur vous et vous allez être incapable même de manger cette nourriture là. Et dans une région qui est aride, monsieur Fopoussi à la base, qui est aride, c'est-à-dire à Fidjil, qui est aride, qui n'a pas assez d'eau, qui souffre d'abord du manque d'eau, mais qu'on vient encore trouver que le peu d'eau qu'il y a est pollué. Comment est-ce que les populations vivent dans ce côté-là, monsieur Fopoussi? Il faut être vraiment des extraterrestres pour s'en sortir dans cette région. Donc, en conclusion, on va dire essai de conclusion, pour être plus avec un peu d'humilité. Je voudrais dire, voilà, aux populations qu'il est important de ne pas consommer. C'est pas contre les personnes qui vendent la nourriture en exposant, mais ce n'est pas conseillé de consommer les beignets ouverts, les brochettes au bord de la route comme ça. Et à ça, je vais ajouter que lorsqu'on est dans une zone qui a été exploitée, on a exploité les mines à cet endroit-là, il faut environ un siècle pour que cet endroit soit dépollué. Un siècle. Donc maintenant, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures pour ça. Et ce sont des endroits qui risquent beaucoup d'éboulements parce que c'est dans la terre qu'on creuse, des effondrements, c'est dans la terre qu'on creuse et vous allez voir que des maisons sont parfois non loin. Non, mon problème c'est que qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là lorsqu'ils ont quitté les lieux? Je vous dis qu'à l'est, les enfants se noient dans ces... Parce que vous savez, lorsqu'ils quittent là, l'eau revient, la nature revient au ras du vide, l'eau vient prendre ces trous qui sont creusés et vous avez des enfants qui se noient. Donc il faut, dans ce pays, qu'à un moment donné, ceux qui nous pouvaient prendre des questions à bras le corps, malheureusement, des débats comme ceci, vous n'entendrez pas dans les débats politiques, et les partis politiques, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils s'en occupent, si ça les intéresse. Lorsque nos gouvernants prennent la parole, c'est pour dire que Tibor Nagui ou pour dire que la Goa ne sert à rien. Non, moi je dis, il faut que dans ce pays, les gens arrêtent un peu. Hein. On doit adresser des questions importantes. Voilà une question, la pollution minière, qu'est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on fait pour ça. Les ministères concernés de la santé doivent, l'environnement, le premier ministère doivent également prendre ces questions à bras le corps pour qu'on en sorte et qu'on respecte les dispositions assez, on va dire, assez pertinentes du code minier camerounais de 2016. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission avec les deux premières rubriques. On va vous laisser avec une ponctuation musicale.
musicale, juste après évidemment la deuxième partie. Nous sommes le 20 novembre 2019, le temps pour nous évidemment de vous rappeler que cette émission c'est du lundi au vendredi, entre 10h et 12h si vous nous retrouvez seulement maintenant. Alors pour cette deuxième partie, Karine, vous avez la main pour la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser à des images qui font le tour de la toile et qui font très très mal aux internautes. Deuxième jour de grève des employés de PHP, l'entreprise secouée par de nombreuses difficultés souhaite se séparer des centaines d'employés et la direction a fait des propositions de séparation à l'amiable, mais les employés ne sont pas d'accord par rapport à cela et jusqu'au jour, depuis quelques jours, ruminaient au sein de cette entreprise des possibles grèves, mais depuis hier qu'ils se sont mis en action, on a eu beaucoup de répression. Les autorités de la ville ont fait appel aux forces de l'ordre pour disperser les manifestants. Vous voyez en image la foule qui était juste devant l'entreprise pour manifester leur colère et ils ne veulent pas être licenciés parce que vous vous rendrez compte que juste près de cette localité-là, il y a des zones qui sont depuis 3 ans déjà dans la crise anglophone. Donc c'est très grave. Alors, je vous ai dit qu'on démarrait cette deuxième partie, madame, monsieur, avec la gorge serrée, parce qu'au-delà de ça, il y a des tirs de gaz lacrymogène depuis hier. Moi, je me pose la question dans ce pays, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Je ne sais pas, il y a avant de revenir sur le fond de ce qui oppose la PHP et ces employés-là, je voudrais quand même qu'on s'appesantisse sur la réaction de nos autorités. Je trouve quand même assez disproportionné l'usage de la force qu'il y a eu hier face à ces manifestants qui sont dans leur droit de dire leur mécontentement. Je veux dire que à quoi servait de tirer les gaz lacrymogènes et même d'aller dans les quartiers tirer les gaz lacrymogènes? Moi, je pose la question. Il y a eu un niveau de réponse qui, à notre niveau, nous semble tout à fait disproportionné. Et là encore, je dis, il faut faire le rapprochement. On a vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes en France. Pour ceux qui aiment souvent prendre les exemples ailleurs, oui, tout à l'heure, on nous disait qu'à Marseille, il y a aussi un maire qui a un record de longévité. D'accord. Soit, allons-y sur les exemples. On a vu les gilets jaunes en France. On a vu que là-bas, il y a eu des échauffourées. Les gens là-bas ont crié Macron démission. Alors que Macron était à peine à 1 an de mandat. Je veux dire, à un moment donné, quand même, dans un pays, on doit laisser les citoyens, si on considère que ce sont des citoyens, s'exprimer sur les questions qui les chagrinent, qui les mettent en colère. Quelqu'un disait, on a le droit d'être en colère, bon sang. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas empêcher aux Camerounais d'être en colère. Si des gens mangent du caviar, boivent du champagne, ils sont contents, mais il y en a qui sont en colère parce qu'ils n'ont pas mangé. Il faut qu'on se comprenne sur les fondamentaux de la République. Manifester n'est pas faire du désordre. Lorsqu'on manifeste, la police doit normalement encadrer que de venir réprimer, dire que vous n'avez pas le droit à la parole, vous devez vous taire, sinon on va vous gazer, sinon on vous tuera. Qu'on n'entende pas demain qu'il y a eu des morts à Penja, ça va être encore un autre gros coup qu'on va envoyer à l'ensemble de la communauté internationale. Quand on va dire que le Cameroun viole les droits de l'homme, on va dire qu'on va créer sur nos grands chevaux. Il faut dire qu'à Penja, ce n'est pas la guerre. À Penja, il ne s'agit pas d'une armée qui est en guerre et que là-bas, il y a ce que le ministre de la Communication a appelé les dégâts collatéraux. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de Camerounais qui ont travaillé dans une entreprise 27 ans, pour d'autres 20 ans, 15 ans, 17 ans, et qui, du jour au lendemain, on leur demande de prendre la porte sans aucune autre forme de procédure. C'est ça s'appelle licenciement abusif. Ça s'appelle licenciement abusif. Lorsqu'on veut licencier des gens, on doit faire en sorte d'accompagner avec les montants. Quand j'entends les montants qu'on leur propose pour qu'ils partent, je me dis, mais attention, lorsqu'on licencie une personne, ce qu'on donne comme argent sert à quoi? Ça sert à ce que cette personne puisse se refaire une vie. Mais si vous donnez un montant qui n'a rien à voir, et je vois, il y a un débat qui est malsain, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de faire prospérer des fake news sur la toile, qui parle des salaires. Il dit qu'à la PHP, les gens ont des salaires de 200 000, 100 000, 90 000. D'accord. Il me souvient que le très célèbre maire de Penja, ex-maire de Penja, Paul Kingé,
nous a signifié qu'il a mené un combat parce qu'à l'époque là-bas, les salaires étaient à 15 000, 20 000, 15 000 le mois. Et il a dit que pour l'instant, on est à 60 000. Mais que les gens vont chercher 90 000, 100 000. Attention, il ne faut pas dans ce pays que l'on devienne des insensés, des insensibles. Alors, bon, Benga, votre commentaire. Oui, absolument. Donc, les plantations de Openja, au départ, c'était comme une coopérative villageoise. Vous savez, les coopératives à l'époque, c'était davantage pour amener les gens à... Parce que notre culture, c'est de travailler en groupe. Donc, il fallait essayer d'insérer ça dans le monde, j'allais dire, industriel, qui souffrait à nous, notamment dans notre contact avec l'Occident. Mais sauf que, au fil des ans, cette entreprise est entrée dans la direction des grandes entreprises. Et pourquoi ça n'a donc pas changé? C'est-à-dire que le traitement d'un agent de la coopérative hier n'a pas changé, alors que l'entreprise, elle a changé. Elle a même peut être même considérée comme un holding. Voilà les situations de paupérisation que l'État du Cameroun nous a amenées. Donc, on n'a pas voulu faire la mutation. Maintenant, ce qui se passe réellement, et c'est regrettable, parce que les deux seules choses que nous avons héritées de la colonisation française, c'est la répression et la corruption. Comme on n'a pas pu corrompre ces gens, on procède par la répression. Et il y a une information qu'il faudrait peut-être recouper, parce qu'on a signalé qu'il y aurait, on a fait un détachement du BIR. Si vraiment le bataillon d'intervention rapide est arrivé là, je vais dire que le Cameroun a touché le fond. A touché le fond. C'est de ça qu'on parlait il y a un instant. Oui, tout à fait. Maintenant, et l'autre chose, je l'ai interpellé ici, je le fais encore tout de suite. Le premier président de la Cour suprême, lors de la rentrée judiciaire l'année dernière, il a dit, c'est-à-dire il interdisait les citoyens de faire des revendications lorsqu'il y a des arriérés. Donc il a dit il ne faut pas faire la grève. Il a même donné comment les syndicats naissent et tout. Les syndicats naissent par décret au Cameroun, alors que là, c'est une incongruité grave. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'autorité administrative qui doit encadrer ces populations-là ne sait pas, cette population travailleuse ne sait pas s'il s'agit d'une doléance, s'il s'agit d'une réclamation, s'il s'agit d'une revendication ou s'il s'agit d'une contestation. Donc, tout réside dans la signification des termes. Vous avez, je veux dire, un employeur qui a des problèmes avec son employé, on doit mettre, parce que ces choses-là ne sont pas au même niveau. C'est une doléance que les populations font. Est-ce que c'est une réclamation, est-ce que c'est une revendication ou c'est une contestation? Non, maintenant, on conteste. Voilà. Mais c'est d'abord, s'ils sont arrivés à la contestation, ça veut dire qu'il y a eu des doléances. Par exemple, est-ce qu'il y a eu, c'est le ministre Grégoire Ona qui a parlé, ce dialogue social. C'est là où on doit donc savoir, est-ce que le dialogue social au sein de l'entreprise a apporté quoi? Lorsque les employés ont apporté les doléances, nous savons, oui, et oui, peut-être par raison économique, pour des raisons économiques, il y a, nous donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas laissé la place aux employés de pouvoir poser un mot. Alors, pour être complet, il faut signaler que nos sources sur place, avec Jacquino Molon, à qui on va évidemment adresser un salut, nous signalent que les échanges, le dialogue a repris avec les dirigeants de la PHP et qu'actuellement, ils sont en train de discuter. Les rencontres sont régulières. Le thème, rencontre régulière, et on attend de voir évidemment ce que ça va donner. D'accord. Bon, pour terminer, dans un pays sérieux, l'État du Cameroun injecte de l'argent, fait monter le salaire à, j'allais dire, il y a quand même dans ce pays un équilibre qui est généralement encadré par les conventions collectives. Vous faites un peu le salaire, mieux peut-être mettre un agent de l'État qui veille. Je veux dire, par exemple, on peut détacher 2 ou 3 inspecteurs, comment on appelle, du travail, qui viennent là-bas, qui veillent. Mais ici, chez nous,
l'inspecteur du travail vient, on n'a pas pu se réconcilier, aller au tribunal. Donc voilà dans quelle situation, on se trouve. Non mais bon, il y a quand même un malaise. Je veux dire que la PHP c'est un symbole au Cameroun. Il me semble que depuis hier, on n'a pas entendu du tout le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui visiblement est intéressé. Bon, on comprend, c'est l'élection qui arrive. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même que l'on prenne la parole. Je me souviens encore, François Hollande, candidat à l'élection présidentielle, nous sommes en 2012. Il y a, on va dire, évidemment, un sujet comme ça, une forme de plan social qui est annoncé à Fleuranges en France. Il arrive à Fleuranges et il prend la parole et il promet aux employés d'ailleurs et aux délégués là-bas qu'il prendra à bras le corps cette question et qu'il fera en sorte qu'il n'y ait pas de délocalisation de l'entreprise et qu'il sauvera tous les emplois de l'entreprise en réalité. Il arrive au pouvoir, il ne fait rien. D'ailleurs, ça fait naître une vocation. C'est un Édouard Martin qui est devenu d'ailleurs plus tard, parce que c'était la tête de proue des personnes qui revendiquaient. Après, il a eu une carrière politique fulgurante où il s'est retrouvé comme député européen à Strasbourg, au Parlement européen. Non, c'est une parenthèse. Pour dire qu'on voit dans des pays, au plus haut sommet de l'État, des hommes politiques, des hommes d'État, permettez-moi de le dire, prendre à bras le corps des questions comme celle-là. Je veux dire que c'est la PHP. Nous sommes face à 6000 employés qui sont en train de se demander ce que va être leur avenir. Ils se posent des questions. Qu'est-ce que le lendemain sera? Dans une localité comme Penja, je n'ai rien contre Penja, je peux vous dire que le type d'emploi qu'on peut avoir là-bas n'est pas non plus grand. Ce n'est pas comme si ça doit là où vous pouvez demain facilement vous relancer. Je veux dire qu'à peine déjà l'activité économique fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de choix en termes d'emploi. Donc je veux dire que lorsqu'on prépare un plan social de licenciement, comme c'est le cas à la PHP, on n'est pas dans une logique de dire que bon, tel employé, on va vous virer, on va se séparer, voici le montant. Non, c'est pas comme ça. On prépare à l'avance des plans de reconversion de ces gens-là. L'État responsable prend à bras le corps les questions telles que je viens d'évoquer. Chalamel. Monsieur Eric Foposi, vous me faites rire avec les affaires de Ndjombe. Quand on revient encore sur les affaires de Ndjombe, qui est l'actionnaire majoritaire là-bas? C'est la question qu'il faut vous poser. Lorsque vous voyez qu'on envoie déjà le billet, sachez que la personne qui est derrière ça, l'acteur majeur qui est derrière ça, M. Eric Foposi, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut prendre à la légère. Après les brasseries, il est dans tous les secteurs, M. Eric Foposi, où il a réussi à s'installer. La preuve, si vous avez vécu les événements de 2008, ça ne devait pas vous surprendre. Est-ce que vous êtes déjà entré là-bas, M. Eric Foposi? Si vous êtes entré à l'intérieur, vous savez que vous n'êtes plus au Cameroun. C'est la France. C'est pratiquement l'Europe, c'est l'hexagone de ce côté, tout est blé fleur, tout est planté. C'est une ville, c'est un quartier dans un village, monsieur. C'est un État dans un village. Voilà. Non, je voulais éviter cette expression, monsieur. Non, mais c'est pour vous dire. Je voulais éviter. Vous avez de nombreux ministres qui vont se reposer. Je peux vous citer une personne qui plusieurs fois a été au contact de ces différents enfants qui se sont, de ces employés qui se sont plaints. Luc Magloire, Tanganambarga, il connaît bien. Je le cite. Il connaît très bien. Il y va tout le temps. On l'a, jusqu'au détail. On l'a touché. C'est vrai que ce n'est pas son ministère, mais on l'a touché plusieurs fois, monsieur Eric Foposi. Raison pour laquelle je le cite ici à Mondo Vision. Il a été interpellé. Il a dit oui, on va voir. On lui a dit vous connaissez la maison. Vous avez été dans la maison et tout. Il va voir. Aujourd'hui, je pense qu'il est interpellé. Aujourd'hui, on devrait l'interpeller pour lui dire, avec vos anciens collaborateurs, ça se passe comment? Vous êtes entré dans les champs, vous savez ce qu'on appelle un carrière, monsieur Rifoposi? Un carrière, c'est un individu qui entre. Il entre là-bas avec une chaîne. En termes de chaîne, sur la chaîne, il a au moins 100 à 200 rails. Sur chaque rail, il y a un régime de bananes. Le gars prend, il épaule ça ici, monsieur Rifoposi. Il tire sur des kilomètres pour ramener la banane. On le paye combien par régime de banane? Parfois c'est 25 francs, parfois c'est 35 francs, parfois c'est 50 francs, ça ne dépasse pas. Et il faut qu'il tire plus pour être payé. Ça, il faut le savoir. Et je rappelle qu'il entre à 6 h. Il sort à 19 h. Ça, il faut le dire. Il faut qu'on le sache. Il faut dire que ces gars qui travaillent n'ont même pas d'avantage. C'est-à-dire que ces bananes qui tombent, vous n'avez pas le droit de le prendre parce qu'il y a des chiens qui se baladent, parce qu'il y a, en termes d'avantage, c'est les populations. En termes de terre, ils n'ont pas de terre. Ça veut dire qu'un gars que vous virez de la PHP, c'est un gars qui va rester au quartier, autre qui s'achète une moto pour faire le benzikin parce qu'il n'y a plus d'espace. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise au niveau de la PHP, monsieur Eric Foposi? Je crois qu'à un moment donné, j'ai travaillé dans cette zone, monsieur Eric Foposi. Je vais vous dire que j'ai été dans cette zone. J'étais à la SBM.
Et j'avais un regard, la société de bananeries de Maga, monsieur il faut pousser, j'avais un regard. Il y avait, non, je vous le dis. Ce qui est encore plus grave, c'est que le Karbab à côté n'est pas loin également. Non, pour le Karbab, parce que le Karbab également. En tout cas, oui, allez-y, continuez, ça Je vous dis que j'étais à la SBM, un regard au niveau de la PHP. Vous avez un blanc là-bas qu'on appelait Jean-Guy. Je cite avec le nom parce que j'y ai été. Jean-Guy, monsieur, il faut pousser de passer par 4 chemins pour traiter les gens de nègres. Plusieurs fois, il y a eu même des bagarres, il y a eu une tentative de bagarre, parce que là-bas, c'est la déshumanisation, je le dis, monsieur Adefropoussi. Et quand j'arrivais là-bas, je ne sais pas à quelle année, je passais parce que j'étais en train de faire un stage, j'étudiais. Alors, moi, mon rôle, c'était d'attacher, vous voyez, les nylons bleus, qui sont sur le régime. J'attachais avec le fil bleu dont on prenait les nylons, on l'attachait, que ces mamans récupéraient pour aller, on partait mettre pour attacher, protéger. Donc je l'ai dit à mon Vision qu'ils le sachent. Parce que les gens pensent qu'on n'a pas souffert. On a souffert dans notre vie et on connaît un ensemble de choses. Quand on se prononce, on se prononce. Donc je dis, il y a une déshumanisation. On a été humiliés. Oui, il y a une déshumanisation des hommes dans ces différentes sociétés. Il faut le dire. Il faudrait qu'ils travaillent à respecter l'homme, notamment les carias, notamment ceux qui font travailler. Vous avez vu ces mamans? On parlait de la pollution tout à l'heure. Regardez les peaux de ces gens là-bas à Penja. Et je pense que ça avait fait l'une des sorties de, comment vous l'appelez, de Paul-Éric Ngué, où il se plaignait que lorsqu'on fait les pendages, avec les avions qui passent en répandant, vous avez ces populations qui se retrouvent à souffrir. Lorsque vous traversez toutes les maisons qui sont restées des maisons qui avaient été construites à l'époque pour loger ces différents, comment vous appelez, carrières, les gars qui travaillent dans ces différents, les employés, monsieur aussi. Après, ça c'est devenu des maisons à location, il fallait payer. On vous donne combien par mois? 30, 35 000. Vous pouvez vous acheter un terrain, vous pouvez construire une maison, vous pouvez faire une vie, monsieur aussi. À un moment donné que le ministre du Travail se désolidarise de ses amis patrons, qui se désolidarise de ses amis patrons d'entreprise, qui devient véritablement ministre du Travail et qui fait son travail, monsieur Rifopoussi, pour permettre aux employés au Camerounais de pouvoir vivre et survivre au lieu de dire qu'on peut vivre avec 36 000 francs. D'ailleurs, c'est tout à fait regrettable que jusqu'à cette heure-ci, il ne soit pas encore sur place à Penja avec le climat qui y prévaut. Non, j'ai commencé cette deuxième partie. Nous tous, nous étions unanimes sur ce plateau en disant qu'on a le cœur serré. Le cœur serré, c'est parce que vous me rappelez justement les temps qu'on a passé à la PHP là-bas. Je vous dis, on est ici, on est assis, nous sommes mieux. Hein, nous sommes des personnes privilégiées. Parce que là-bas, c'est la jungle. C'est l'État dans l'État. Je veux dire que c'est une forme d'esclavage. Et j'ai mal parce que... L'infirmerie, monsieur Eric, parce qu'il faut qu'on dise que les populations savent. L'infirmerie, c'est une sorte de cabane en bois. En cabane en bois avec une tôle jetée où un médecin passe une fois. On ne vous donne pas 3 choses, les antalgiques, l'ibuprofène et tout. Donc, moins de douleur. Vous avez n'importe quoi, vous allez, on vous donne les comprimés rouges. Ils appellent ça là-bas le comprimé rose. On prend ça, on vous donne, on vous met dans le petit sachet que vous devez consommer. Donc, j'estime que les populations aujourd'hui qui se plaignent, les employés, j'ai pris la peine de voir toutes les vidéos qui ont été faites. Ils ne réclament que ça, une bonne condition, une amélioration de leurs conditions de vie. J'espère qu'ils prendront véritablement tout autour de cette table des points et les points essentiels pour permettre à ces populations de pouvoir vivre. C'est père de famille. Parce qu'il faut rappeler, vous faites bien de le dire, parce qu'il faut dire que la grève a commencé avec ceux qui devaient partir, ceux qu'on avait licenciés. Mais sauf que depuis ce matin, depuis tard dans la soirée d'hier, la grève s'est généralisée à toute la PHP. Donc il faut dire désormais, ce n'est plus qu'une affaire de licenciement, c'est la PHP totalement qui a été relevée. C'est pourquoi vous voyez actuellement, il y a autant de forces comprendre parce qu'ils savent que c'est un magma, c'est un volcan. Ils le savent, ils sont conscients parce qu'ils savent les frustrations qu'ils ont. Ils savent ça, c'est pourquoi ils prennent des mesures aussi fortes. Mais sauf que vous êtes en train de radicaliser les gens. Ça nous rappelle la crise anglophone, comment on a commencé à radicaliser les gens. Les gens sont mal dans leur peau, les gens ont des souffrances qui sont réelles. Ce n'est pas des souffrances comme on peut s'asseoir ici, on parle, c'est des vraies souffrances vécues, consommées au quotidien, dans les humiliations les plus atroces de l'humanité. Donc il faut dire qu'à une certaine époque, je pense que c'était l'honorable Ndono, l'honorable Dono, qui avait été saisi, toujours par les mêmes populations. C'est vrai qu'il y travaillait. Les mêmes employés étaient allés se plaindre sur l'honorable pour lui dire que vraiment, honorable, vous êtes dans le mandat, allez nous défendre, s'il vous plaît, défendez-nous. Ça ne va pas, on ne parvient pas à envoyer nos enfants à l'école. On ne parvient, avec 36 000, 70 000, on a dit, bon, on devait voir. Ils ont créé ce qu'ils appelaient la quinzaine, monsieur Rifopoussi. Vous arrivez à la quinzaine, on enlève la majeure partie de votre salaire, on vous donne. Ça finit ou dans les bars. Les gars se retrouvent à boire avec des corps, des corocoros, avec des trucs. Mais monsieur Rifopoussi, même en termes de plateau technique,
Allez juste à côté. Monsieur, allez juste à côté. Je vous dis, une entreprise espagnole qui n'est pas loin, dont je ne cite pas le nom. Eux, au moins, là-bas, ils se battent à prendre au moins leurs différents employés. Je le dis parce que dans cette zone, j'ai pris quand même la peine, à une certaine époque de ma vie, à faire un tour, à tourner là-bas et comprendre un ensemble de choses, monsieur. C'est quand même grave. Je rappelle qu'au Karabakh, ils sont en train de pleurer. 28 mois sans salaire. Donc, vous comprenez, mais ils sont en train de se lier à... C'est grave parce que on en parle sur ce plateau, mais je voudrais que ceux qui nous regardent comprennent où ce pays est en train d'aller. Je dis parce que chaque fois qu'il y a, on va dire, des mouvements sociaux comme ce qui se passe à Penja aujourd'hui, il y a des donneurs de leçons qui s'asseyent derrière leur clavier et qui débitent tout et n'importe quoi sur la souffrance des gens, qui se payent la souffrance des Camerounais et qui pensent que parce qu'ils mangent du caviar, parce qu'ils ont où dormir, parce qu'ils sont à l'aise, le Cameroun peut continuer à vivre sans qu'il y ait problème. Non, il y a des Camerounais qui au quotidien subissent, on va dire, la force du destin, la force des gouvernances qui ne marchent pas. Et ce qui se passe actuellement à la PHP à Penja, on a longtemps esclavagisé les gens. On a longtemps profité de la force, de la sueur des gens pour s'enrichir. Et quand on voit où vont ces bananes, on se pose bien des questions. Parce qu'après, il faut qu'on revoie ce dossier. Allez dans la zone Mpula. Oui. Mpula, c'est toujours dans la zone de Penja. Mpula, derrière l'hôpital, enfin l'ancien hôpital de district aujourd'hui qui s'est retrouvé là au Sahel. Vous allez chez West Madiko, plus bas, parce qu'il a son village dont le nom est en train de m'échapper. Toutes ces zones ont été réquisitionnées, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Les populations aujourd'hui sont arrivées à ceci qu'elles n'ont pas de terre, ne serait-ce que pour faire une agriculture de subsistance, elles n'ont pas de terre. Aujourd'hui, on a pris tout. J'avais l'avènement du poivre, même ceux qui font les papayes solo que vous voyez en amont là, on est en train de leur signifier que messieurs, attention, cela réquisitionné. Quel est le rôle des maires? Et je crois que c'est là où maintenant on peut interpeller, on peut dire donner raison à Paul Éric Kingué, que nous avons des maires poltrons, nous avons des maires peut-être qui ont peur de pouvoir, parce que ça aussi c'est des situations qui sont connues par les différents maires. On se rappelle qu'à une certaine époque, Maître Yao, celui qu'on appelle Maître qui était l'ancien maire, il s'était levé à un moment donné pour essayer lui aussi de dire qu'attention, ce n'est pas parce que... Maître Yao, c'est pas parce que, on va dire, Paul Éric Kingué essaie de trouver là, il se retrouve qu'on ne va pas continuer le combat. On lui a dit non, il y a eu des convocations 2 ou 3 fois à Yaoundé avec l'appui du chef traditionnel de Penja, dont le nom est encore en train de m'échapper, ça va toujours me revenir. On les a convoqués 1 ou 2 fois, ils sont allés, on a essayé de trouver des consensus, on a apaisé la situation, ils sont redescendus, mais ça n'a pas changé sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, avec les échéances électorales en vue, aujourd'hui, il faudrait que ces populations, ces employés, ces travailleurs prennent la peine de dire avec un stylo, non, avec un bulletin, ils disent non. Oui, c'est bien sûr. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, on s'étonne toujours de la faible capacité des Camerounais à transformer leur colère en sanction électorale. C'est toujours ça qui est assez étonnant, parce que je rappelle qu'un pays comme la France, sur 3 mandats, c'est 3 présidents, hein. Sur 3 mandats, c'est 3 présidents. Aucun président n'a réussi à être réélu. Chaque fois qu'ils arrivent, 1 an après, il faut les chasser. Et j'ai vu en France, il y a simplement 1 an, des personnes sur les plateaux de télévision, puisqu'on pense que le Cameroun est l'havre de la démocratie, dire que Emmanuel Macron gère mal la France. Les gens le disaient en Mondiovision. Mais tentez de le dire dans ce pays. Les gens vont commencer à faire sur vous des fiches de renseignement. Non, mais moi, je dis, il faut quand même qu'à un moment donné, on soit sérieux dans ce pays et qu'on comprenne que ceux qui nous dirigent ont des responsabilités. On doit toujours tenir responsables ceux qui dirigent. Dans un pays, j'entends les gens naïvement dire que l'État c'est nous, l'État c'est toi, l'État c'est elle. L'État c'est pas ça. D'ailleurs, quand il faut parler de la violence, les mêmes personnes qui vous disent que l'État c'est toi, l'État c'est nous, disent que non, l'État a le monopole de la violence. Ça veut dire qu'en ce moment-là, l'État c'est toi et moi, là n'existe plus, c'est l'État seul qui a le monopole de la violence. Donc, il faut que les gens soient un tout petit peu cohérents et logiques dans ce qu'ils disent. Il y a des personnes qui ont été élues pour gérer le pays, on le voit ailleurs, quand ça ne marche pas, on les remplace. Ça se passe comme ça partout. Mais au Cameroun, on est chaque matin à s'asseoir ici, on se rend compte qu'il y a des Camerounais qui souffrent. On ne peut pas être insensible à la souffrance des Camerounais. Quelqu'un a dit tout récemment que chaque fois nous parlons, lorsqu'il y a un chien qui a mordu quelqu'un, vous savez, c'est un journalisme, hein, c'est souvent très enseigné. Lorsqu'il y a un chien qui a mordu quelqu'un, le journaliste n'est pas intéressé. C'est un non-événement.
Mais si vous dites que quelqu'un a mordi un chien, le journaliste, écoutez, il court. Il court. C'est comme ça qu'on fait ce métier. Et les gens doivent comprendre cela. Ça participe de la démocratie, ça participe d'un pays, d'une république qui marche. Dominique Audrey, votre commentaire sur ce qui se passe à Péndja. J'aimerais comprendre, peut-être moi j'en sais rien. Qui a est-ce qu'une entreprise a le droit de déplacer des forces de l'ordre comme ça, simplement? Non. Par quelle alchimie on se retrouve avec des gens qui lancent des bombes lacrymogènes? Je veux comprendre. Il faut protéger les intérêts. Et que personne ne s'en inquiète, que le ministère de tutelle de ces forces de l'ordre, la personne ne parle, que le ministre de la Communication ne nous informe pas, parce que ma mère a Dizangué. Je ne sais pas si elle est au courant de ce qui se passe à Péndja. Personne ne parle parce que c'est vous qui êtes censé nous donner la bonne information. Personne ne parle. Ça, c'est ce que j'aurais aimé comprendre. Qui peut déplacer les forces de l'ordre? C'est l'autorité administrative ou le procureur. Et on ne les a pas entendus. J'aimerais dire qu'aujourd'hui au Cameroun, on a des sacrifiés. Les Camerounais sont arrivés à un point où ils sont prêts à mourir. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement banalisé ces forces de l'ordre là que maintenant les gens savent que si je me place ici, je crie, on va les appeler, ils vont venir, je m'en fous. Je rappelle que nous parlons de forces de l'ordre pour être gentil. Parce que c'est pas des forces de défense. Il faut employer l'expression force de défense. Non, parce que, non, Chalamé, non, nous n'avons pas. Vous savez, dans ce pays, il y a des institutions comme l'armée. Évidemment, lorsqu'on instrumentalise. Oui, mais les images, mais Chalamé, vous savez, c'est toujours des pièges. C'est des images. Ils ne sont pas habillés. Je n'ai pas vu des gendarmes ou des policiers. Non, il faut avancer stratégique. Ça veut dire que quand ils font ça, c'est pas pour rien qu'ils font ça. Il veut justement nous piéger, il veut justement amener l'armée dans un domaine qui n'est pas le sien pour nous empêcher, nous, d'établir notre liberté. Parce que vous savez qu'après, lorsqu'on va dire que c'est une grande défense nationale, vous n'avez plus rien à dire. Hein? C'est la raison d'État. En ce moment-là, on nous piège, acte du gouvernement. Vous savez, ils ont fait tout pour que la juridique soit de leur côté. Donc, il faut avancer. Il faut juste dire que la répression qui a eu lieu hier à Péndja, la répression qui a eu lieu est disproportionnée. Il y a eu une utilisation disproportionnée de la force parce que quand on regarde ceux qui manifestaient, personne n'était armé, personne n'avait des goudins, personne ne voulait. Donc il y a eu une utilisation disproportionnée de la force. Oui, Dominique. À ça, je vais ajouter que lorsqu'on tape un enfant, on ne peut pas empêcher que cet enfant-là pleure. On a des hommes qui ont dépassé 40 ans. À 40 ans, vous renvoyez quelqu'un qui n'a peut-être pas envisager d'arrêter de travailler à 50 ans. Comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'espère pour ces personnes-là qu'ils ne vont pas accepter, parce qu'on sait, bon, je vais vous dire ce que je pense. Hein. Ce que je pense, c'est que comme ce sont les élections, il y a des chances qu'on les reprenne et qu'on les conditionne. J'espère que ce ne sera pas le cas, qu'on ne va pas vous conditionner en vous promettant un emploi, que vous alliez voter qui que ce soit. J'espère que vous ne le ferez pas. Et ils doivent maintenir leur objet de grève. Vous devez maintenir, auquel cas, vous allez continuer de souffrir. Continuer. Et aujourd'hui, c'est un peu partout. Demain, ce sera les médecins. Après, ce sera les enseignants. Après, finalement, comment on va faire? Comment on va faire? On n'en peut plus, c'est partout. On vous dit qu'au Carbab, c'est la même chose. Madjeni, alors il se peine depuis 18 mois. Labogénie, même chose. Je veux dire, c'est assez grave. Et vous imaginez le nombre de revendications que nous recevons tous les jours ici, d'employés qui ont fait 10 mois, 12 mois, 24 mois, 28 mois. Oui, je veux dire que c'est très grave ce qui se passe dans ce pays à un moment donné. On va dire que c'est une question qui, malheureusement, ne semble pas être la priorité de nos gouvernants. Dans ce pays. Monsieur Fopoussi, ne vous inquiétez pas, ça le sera. D'accord. Il suffit qu'on en ait au moins 20 comme ça partout et ils vont prendre leurs responsabilités en main. D'accord, on va s'arrêter là pour ce sujet. Je vous ai dit qu'on a commencé cette deuxième partie avec le cœur serré. On n'y est pas toujours sorti. On est là dedans clairement. Donc on va forcément revenir là-dessus selon l'évolution sur le terrain à Péndja des opérations avec ces employés qui, je rappelle, sont actuellement en réunion avec les dirigeants là-bas. Le dialogue est maintenu, le contact est maintenu, mais pour l'instant, la fumée blanche n'est pas encore sortie. Karine. Oui,
Deuxième et dernier sujet de la revue des réseaux sociaux concerne les États-Unis qui ont appelé hier mardi à un vrai dialogue et à un transfert de pouvoir vers les régions anglophones du Cameroun, estimant que la réponse militaire privilégiée par le gouvernement ne peut que renforcer les séparatistes. Le haut responsable de l'Afrique au département d'État américain, Tibor Nagy, a estimé que les conseillers du président de la République lui faisaient miroiter une victoire militaire alors qu'il n'en est rien. Ceux qui étaient très loyalistes au départ penchent progressivement pour la sécession. Je reprends ces termes tels qu'il les a énoncés. Il doit avoir un vrai dialogue et il doit avoir un transfert de pouvoir vers la région, a-t-il plaidé, insistant sur la nécessité d'annoncer quelque chose qui ait suffisamment d'intérêt pour ceux qui sont encore dans les camps des modérés. Et pour lui, la vérité, c'est qu'il n'y aura pas de victoire militaire si les choses continuent dans cette situation. Chaque jour, davantage de Camerounais qui étaient probablement au départ des Camerounais très loyalistes commencent à se dire que la sécession est peut-être la bonne solution. Ça faisait longtemps, notre Tibor Nagy international n'avait pas donné de nouvelles. Et je vous l'ai dit hier que la sortie d'avant-hier de René Emmanuel Sadi était une sortie qui, pour moi, n'avait rien de gratuite. Je veux dire que ça me semblait quand même assez terrible que 20 jours après qu'on ait pris une sanction, que le gouvernement vient de répondre. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle souvent un axe désaxé, hors de son axe. Ça veut dire que vous fonctionnez, après vous sortez de votre axe. Et on se disait, mais qu'est-ce qui a pu bien piquer notre gouvernement, le porte-parole du gouvernement, pour qu'il prenne la parole sur un sujet qui était, on va le dire, démodé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, nous avons cette sortie de Tibor Nagy. Ça veut dire que, évidemment, dans les milieux diplomatiques, il y avait déjà quelque chose qui se tramait et que, évidemment, hier, ça a cuit. Pour parler trivialement. D'abord, Bengan, Tibor Nagy qui redonne de ses nouvelles. Oui, moi je retiens trois choses. La première, c'est que les Américains ne sont pas pour la sécession. Mais la non-maîtrise du problème, du traitement du problème a poussé certains Camerounais à aller dans la sécession. Donc il a dit, ils ne sont pas pour la sécession. C'est ce que j'ai pu comprendre. La deuxième chose, c'est d'éviter une solution militaire à la crise. La solution est politique. La troisième chose qui est également politique, et là, c'est en fait ce que veut dire ce qu'on appelle même décentralisation, c'est le transfert des pouvoirs. Ce n'est pas le transfert des compétences et des ressources. Décentralisation veut dire transfert de pouvoir. Quand vous dites que les collectivités territoriales décentralisées doivent encadrer les écoles primaires et maternelles, vous les transférez le pouvoir. Ça. Et les moyens. Ça veut dire que les collectivités territoriales décentralisées peuvent créer les écoles primaires maternelles, et maintenant, comme l'enseignement appartient à l'État qui définit la politique de l'enseignement, on voit comment ça se fait. Et dans les pays sérieux aussi où il y a la décentralisation, l'adduction d'eau revient aux communes, c'est eux qui s'en occupent. Bon, pour le cas des régions anglophones, puisque là c'est un cas spécifique, vous voyez donc l'entourloupe viendra. Je suis convaincu à la prochaine Assemblée nationale qui siège là, qu'on va procéder à des aménagements là, perdre un certain nombre de pouvoirs. Mais, et c'est là où ça ne va pas donner. Dès lors qu'on ne gère pas ce contentieux, comme dit, moi je soutiens cette position américaine, il faut un dialogue typiquement anglophone. Ou alors sur la question anglophone. Un dialogue précisément seulement pour la question anglophone. Bon, ça va nous prendre du temps, mais ce sera malheureux pour nous. D'accord. Malheureux pour nous. Mais bon, on arrivera un jour à faire ça. Alors, moi, sincèrement, Bengan, vous parlez là de ce mode de gouvernance que nous avons dans ce pays, la décentralisation. Il faut rappeler que nous avons copié le modèle français. Un modèle qui, comme on le voit, ne marche pas. Un modèle qui ne marche pas. Il va qu'à voir comment en France, actuellement, il y a cette grogne sociale. D'ailleurs, Emmanuel Macron a rendez-vous le 5 décembre prochain, puisqu'il devra faire face à une mobilisation dans la rue, parce que là-bas, il veut faire la réforme des retraites, et les Français ont dit niet. Donc, s'il réussit, donc ça veut dire que ça ne marche pas. On a des modèles
qui sont connus, anglo-saxons pour la plupart, qui nous montrent que les mairies, les maires gèrent parfois la police, gèrent parfois la justice dans leur territoire. Pourquoi ne pas permettre aux maires de gérer comme on le voit ailleurs? Sauf qu'on a choisi un mode de gouvernance, et ça c'est terrible, les sous-préfets et les préfets de gouverneurs. J'ai l'impression que les Français, dans leur manière de penser, ont toujours été dans une crise de légitimité lorsqu'ils ont créé des territoires. Parce que ça me rappelle un peu les Romains. Quand les Romains allaient à la conquête des territoires, ils y mettaient des gouverneurs qui devaient gérer cette régence-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous sommes le Cameroun, mais à Yaoundé, on considère que le littoral est une province qu'on a conquis, donc il faut qu'on mette un gouverneur là pour mettre ses yeux, voir ce que nous pensons à Yaoundé. Non, c'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas qu'on aille loin, il faut qu'on se comprenne. Ça veut dire que nous sommes dans un territoire un et indivisible, mais à Yaoundé, on pense que chaque portion du territoire est un agrégat de vassaux, de personnes qu'on a vassalisées, et qu'il faut maintenir des gens sur place pour voir ce qui se passe là-bas. Non, mais attention! Si on dit que le Cameroun est indivisible, qu'on le décentralise normalement ou qu'on fasse du régionalisme, si vous voulez, ou on fasse du fédéralisme, nous avons des gens qui vont gérer localement les choses. Et là, Thibon Nagui a compris depuis. Il a dit, tant qu'on ne résout pas ça dans ce sens-là, on va certes faire comme on fait maintenant, mais on va revenir 10 ans, 20 ans, 30 ans après, au point de départ. Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, ayons le courage de dire qu'on est dans une monarchie où on a la chefferie supérieure traditionnelle de tout dit. Avec les différents... Oui, non, avec les chefferies vassales. Chefferies vassales. Oui, très simplement, disons-le simplement pour que les gens comprennent que... Et maintenant, on a les chefs de bloc. Les chefs de bloc qui sont les préfets et les chefs de quartier qui sont les chefs de village qui sont les préfets et les chefs de bloc qui sont les chefs de quartier. C'est très simple, monsieur Eric Fopoussi. Vous voyez que la chaîne est maintenue et chacun réussit à s'en sortir. Moi, pour ce sujet, je dirais très simplement que on ne tape pas un tam-tam percé, monsieur Eric Fopoussi. On ne tape pas un tam-tam percé, ça ne donnera rien en termes de son. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de frapper. Depuis 2016, on se met à jouer sur ce tam-tam. Il ne cesse de se déchirer lamentablement. Aujourd'hui, on est en train de chercher derrière des bâtons. Vous savez que sur les tam-tams, à des moments, quand ça ne donne pas, c'est des bâtons. Maintenant, nous sommes à l'heure des bâtons. On est en train de frapper parce qu'il faut absolument qu'un son sorte pour qu'on puisse voir la réaction des gens. Et c'est ça ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous vous rappelez que Thibon Nagui l'avait dit lorsqu'il avait fini. Il dit, j'ai fini au Soudan, maintenant je vais m'atteler au Cameroun. Il est en train de démontrer progressivement qu'il est en train de baliser. Est-ce qu'on est en train de suivre la démarche américaine, monsieur Eric Fopoussi? Pourquoi est-ce qu'à chaque moment, il faut toujours qu'on fasse un pas, on est avec vous, on fasse 2 pas en arrière, on va prendre la politique ailleurs. Ce dialogue, on le sait depuis Yaoundé, on n'a rien mis dans ses contenus. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous responsabiliser de travailler sur une question d'un dialogue afin de trouver des solutions. Vous faites des propositions et vous remettez encore la copie à celui qui vous a demandé d'aller travailler. Vous lui remettez la copie que bon, toi seul, comme Bambok dit souvent, toi seul décide, vois ce que tu peux mettre dedans, nous on va appliquer. Connaissant les choses, monsieur le Fopoussi, on se retrouve à être là. On s'attendait à ce que le chef de l'État fasse une sortie dans laquelle il devait préciser ce qu'on appelait, ce qu'ils ont appelé le statut spécial, rien. Mais on a été surpris que c'est devant moi, Ibrahim, qu'il a plutôt fait ressortir la question de statut spécial. C'est là où on a même compris. Moi, c'est là où je suis qu'il a même parcouru le dossier, que le chef de l'État a parcouru les dossiers, qu'il a fait le statut spécial, il est au courant. Pourquoi traîner des choses? Voici, on entre dans la législative et les municipales et les législatives. Les populations sont en train d'attendre. Il y a une remontée de colère dans les différentes zones nord-ouest et sud-ouest. Les gens sont en train d'attendre. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Non, il n'y aura pas élection. Mais je crois qu'à un moment donné, on finit de s'insulter, de bagarrer un temps d'apaisement. Et ce temps d'apaisement, je pense que les États-Unis l'ont pensé en disant qu'il faut réorganiser un dialogue, mais cette fois-là purement avec les anglophones. Et je partage l'avis de Mbambok. Donc le son qu'on joue depuis, c'est le son d'un tam-tam percé. D'accord. Chalamel, le traditionnaliste. Ok. Madame, monsieur, restez avec nous. On va faire interpellation maintenant et ensuite on va retrouver Consil Lamy. Donc, interpellation tout de suite. Pour ma part, pour que Cameroun se développe, il faudrait d'abord qu'on puisse consommer nos propres produits que nous fabriquons au Cameroun.
Pour moi, c'est ça. C'est la première des choses. Parce que quand il y a économie dans un pays, c'est la première de booster le pays en le pays en quelque sorte. Parce que l'économie est un peu la base d'un pays. Quand l'économie est bien avancée, c'est que le pays aussi sera un peu en hauteur. Donc pour moi, il faudrait qu'on consomme d'abord notre pays. Et pour cela, il faudrait qu'on mette les moyens en jeu pour pouvoir nous permettre de réaliser certains projets nous-mêmes dans nos pays. Permettre à la jeunesse de s'épanouir, de pouvoir récolter les idées de chaque personne, chaque jeune, et pouvoir l'accompagner dans son projet, en donnant les moyens nécessaires, que ce soit financiers, humains, ou quel qu'en soit, mais qu'on accompagne le jeune à pouvoir se sentir bien dans son pays, en lui permettant de réaliser son pays, ce qui va permettre de booster un peu le pays. Voilà, en 30 secondes, Boro Bengan, commentaire. C'est ça la formule, il faut consommer ce qu'on produit. Mais est-ce qu'on produit alors? Est-ce qu'on produit? On ne produit rien. C'est pour ça qu'on nous fait consommer l'importation, les importations. Voilà, malheureusement. Alors, même le peu qu'on produit, on laisse pourrir. On laisse pourrir. Notre riz qu'on produit, on dit qu'on ne consomme pas, on laisse pourrir. Et voilà, nous, on importe. Ok, merci. On va basculer au plateau B. Arrivage et prolongation de la double réduction au magasin 1001 tapis, situé, comme vous le savez, à Akwa, face Palais d'Ika, avec le concept Salaka de Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors ce mercredi matin, je viens avec un arrivage massif, mais également une double prolongation au magasin 1001 tapis. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, le concept Salaka l'a fait pour vous. Et ce matin, je rappelle qu'il y a un important arrivage du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. C'est en plein cœur d'Akwa à Douala au Cameroun. Et à côté bien sûr de cet arrivage, on parle également de cette prolongation de la double réduction au magasin 1001 tapis. C'est l'occasion plus que jamais d'acheter la qualité, d'acheter en quantité, mais également d'avoir les prix les plus bas sur le marché camerounais. Nous allons tout de suite commencer par la vente des tapis de prière. Oui, vous les avez à 1000 francs au magasin 1001 tapis. Noël, c'est bientôt. La fin d'année, c'est bientôt. Donc, ceux-là qui ont besoin de louer, c'est-à-dire de louer l'éternel sur des tapis de qualité supérieure, vous les avez à 1000 francs au magasin 1001 tapis. À côté, bien sûr, des tapis de prière, on a reçu avant-hier un important arrivage des robots mixeurs. C'est vrai qu'on a connu le prix de 11 000 francs, mais si nous les vendons à 12 000, c'est parce qu'aujourd'hui, ces robots mixeurs sont vendus à plus de 25 000. C'est ceux qui revendent, bien entendu. Mais nous, on vous permet de les avoir à 12 000 francs. 12 000 est un prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. J'aime être clair avec mes clients. Donc, le prix de 12 000 est désormais le nouveau prix de la double réduction au magasin 1001 tapis. Au lieu de les vendre à 20 000, nous vous les vendons à 12 000 francs au magasin 1001 tapis. On a également des fers bien entendu à 7500 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Le prix n'a pas changé, la qualité n'a pas changé. Oui, 7500, un fer à vapeur moyen, neuf dans le carton avec garantie. Vous l'avez au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. La précision, elle est importante. C'est des fers neufs, c'est des fers de qualité à 7500 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Toujours dans la vente de ce matin, un nouvel arrivage des ordinateurs de bureau à 45 000. Le stock était épuisé. Ah ben oui, on l'a encore commandé pour vous. Ces ordinateurs viennent des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Vous les avez à 45 000 francs. Un ordinateur complet corps de Dio avec garantie. 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD à 45 000 francs. Je rappelle qu'il est important pour vous de les avoir. Des bouloirs, comme on peut le constater, le prix n'a pas changé, la qualité n'a pas changé, la contenance n'a pas changé. 6 500 francs,
une bouilloire électrique en inox, une bouilloire de qualité supérieure, une bouilloire avec garantie, une bouilloire neuve dans le carton en face le Palais d'Ika au magasin 1001 tapis, le magasin de la qualité, le magasin des meilleurs prix. Des rallonges, encore des rallonges et toujours des rallonges, mais pas n'importe lesquelles. Il y a des rallonges sur le marché, mais il y a des rallonges vendues par le concept Salaka à 4000 francs. Une grande rallonge, une longue rallonge avec plusieurs sorties, avec un système de sécurité. Vous les avez à 4000 francs. Sécurisez vos appareils avec des rallonges à 4000. Ah ben oui, vous l'aviez demandé. Vous aviez été nombreux à venir au magasin 1001 tapis. On vous a dit que le stock était fini. Ah ben oui, le concept Salaka, aux côtés de ses clients, toujours en train de les accompagner, a fait venir encore un important arrivage des laptops Core de Dio à 75 000. Des grands robots mixeurs avec filtre, 2 bols, un bol à sec et un bol à eau. Un robot mixeur puissant comme un éléphant. Vous l'avez à 17 000 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika et nulle part ailleurs. Des imprimantes, encore des imprimantes 3 en 1. Ça scanne, ça photocopie, ça imprime. Vous les avez à 33 000 francs. Une imprimante neuve dans le carton. Toujours au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. À côté bien sûr des imprimantes, on parle également de ce laptop Core i5 pour les ingénieurs, pour les dessinateurs, pour les infographes. Vous l'avez à 125 000 francs. Un Core i5, 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi à 125 000 francs avec garantie. Courez là, yes non, au magasin 1001 tapis. On parle également toujours dans la vente de ce matin des appareils de musique, des woofers à 15 000 francs. Oh là, Noël c'est bientôt. Ceux qui veulent danser le Père Noël, ceux qui veulent danser bonne année, oh assez. Woofer à 15 000 francs seulement. Un woofer neuf dans le carton avec garantie au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika et nulle part ailleurs. Des ordinateurs complets. Oui, encore des ordinateurs complets. Les élèves, les entreprises, les maisons, chacun devrait l'avoir. Un ordinateur complet. N'attendez pas la fin du stock. Avec 80 Go de disque dur, lecteur DVD à 45 000. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, on peut faire des paiements par tranche au magasin 1001 tapis. Vos clés USB neuves avec système de sécurité à 8 500 francs. Regardez bien sûr cette clé. Elle est de marque Philips. C'est une clé de qualité supérieure. C'est une clé pas comme les autres. Vous l'avez à 8 500 francs avec bien entendu un système de sécurité 32 gigas. Il dit bien 32 gigas. Encore et encore des fers à vapeur à 12 000 au magasin 1001 tapis. En face, le Palais d'Ika. On a également des lustres à partir de 50 000 pour la décoration, pour la beauté. Et bien entendu, à partir de 50 000 au magasin 1001 tapis. Des laptops à 75 000 francs. Un corps de Dio à 75 000. Ça se passe à Salaka, en face le Palais d'Ika nulle part ailleurs. Des robots mixeurs 2 balles. Oh là. 12 000 francs. C'est le nouveau prix de promotion à 1001 tapis. Ces robots mixeurs, vous les retrouverez ailleurs à plus de 25 000. Mais chez nous, le voilà. Voici le robot mixeur de 12 000. Regardez comment c'est Nyanga. Il a 2 bols. Il écrase le Nyangsang, le pébé, les fruits. Tout, ça écrase. Commandez là. Et achetez la qualité à 1001 tapis. Constilamine pour cette vente en direct sur Equinox Télévision. Je rappelle que vous avez la possibilité, madame, monsieur, de commander ces articles-là à temps et à contre-temps avec Constilamine et le magasin 1001 tapis. On va poursuivre cette émission et continuer à vous inviter d'ailleurs à aller sur notre page Facebook 10-12 Le Zénith pour continuer à nous laisser les différents messages. Nous nous ferons évidemment le plaisir de vous répondre en temps réel puisque c'est une vraie page où on
peut discuter, on peut échanger sur les sujets que nous avons débattus, même si on commence déjà à avoir les retours de Penja, puisque on nous appelle de là-bas pour évidemment nous dire des choses. Je rappelle que Jacquino Molon est toujours là-bas et qu'il suit avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation à Penja. Alors, Consti Lamine va terminer avec nous ce matin pour retrouver Vombio Oméga 3, toujours avec lui, Consti. Bien entendu, toujours avec le concept Salaka. Après donc la vente des appareils électroménagers, des ordinateurs, nous nous installons pour la santé, pour le bien-être, tout simplement pour donner les modalités de livraison, les modalités de commande. Ceux qui ont besoin de commander le Vombio Oméga 3 au prix de 5 500 francs peuvent tout simplement appeler le concept Salaka au numéro de téléphone qui vont s'afficher une fois de plus à l'écran. Alors n'hésitez surtout pas, ce complément alimentaire que voici, il permet de réduire les complications du diabète, de réduire bien entendu le taux de cholestérol dans le sang. C'est un complément alimentaire pas comme les autres, comme je l'ai toujours dit. Vous l'avez à 5 500 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Les numéros de téléphone, vous les aurez une fois de plus. C'est le numéro de téléphone du concept Salaka et du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr du Vombio Oméga 3, on parle également de cette lotion, de ce lait de toilette pour diabétiques que voici. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir la peau des diabétiques, de la nourrir, de la protéger. Vous l'avez donc à 6 000 francs, ce lait de toilette pour diabétiques au magasin 1001 tapis. Alors chers téléspectateurs, vous me regardez du côté des États-Unis, du côté de l'Angleterre, du côté du Congo, du côté de la RCA, appelez directement le concept Salaka et commandez un article au concept Salaka et vous serez livré en quelques heures seulement. Alors n'hésitez surtout pas. La qualité et rien que la qualité, c'est au concept Salaka avec tous les produits que vous connaissez déjà. Merci beaucoup et rendez-vous en face le Palais d'Ika. C'est à Douala au Cameroun. Merci et très bonne journée à tous les clients du concept Salaka. Nathan Dibignon Jita, je vous aime beaucoup. Tout le monde, vous êtes des partenaires de notre concept et grâce à vous, le concept Salaka évolue.